Il fait partie assurément des figures montantes de la politique pour la dernière décennie au Cameroun et porte l'espoir d'une partie de la jeunesse. Il est des nôtres ce soir. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans le rendez-vous du Hot et du Hard Interview à la télévision et c'est sur la 2. Naturellement, vous le savez, cette émission existe pour convoquer et reconvoquer la contradiction au service de la vérité ou d'une vérité autour d'un objet, d'un sujet ou d'un homme. Et l'homme qui descend dans l'arène ce soir est candidat pour la présidentielle de 2018. Je vous invite à regarder la présentation complète de cet homme et des autres gladiateurs de l'arène de ce soir. C'est le coup de pinceau d'Arnaud Ngefak. Ce soir, Cabral Libilingue descend dans l'arène. Il est le leader de l'opération 11 millions d'inscrits sur les listes électorales, muet au gré des adhésions. Un mouvement 11 millions de citoyens. Il est prêt à répondre à toutes les questions sur le projet de société qu'il entend soumettre au suffrage des Camerounais à l'occasion de la prochaine élection présidentielle. D'emblée, le jeune leader de 38 ans, surnommé le Macron des Camerounais, croit fermement à une refondation du Cameroun après 35 ans du régime Biya et 22 ans du régime Ahidjo. Mais où compte-t-il trouver les ressources pour cela? Question au cœur de la discussion avec trois autres gladiateurs. D'abord, le contradicteur de Cabral Libi pour le duel de ce soir. Joya Moussa. Il est politologue et doctorant à l'université de Yaoundé 2, une institution chère à Cabral qui y est salarié. Joya Moussa usera sans doute de son bagage en sciences politiques pour questionner le parcours et jauger le leadership de l'invité. Ce sera le cœur du débat de ce soir. Pour la partie interview, deux journalistes triés sur le volet. Aboudi Otou, rédacteur en chef d'intégration. Sa connaissance des enjeux économiques permettra à coup sûr à nos téléspectateurs, à travers ces questions, de comprendre la couture économique du programme de Cabral. Avec lui, un autre rédacteur en chef, Bertrand Ouna, celui de Royal FM, une chaîne urbaine émettant de Yaoundé. Habitué d'interviews politiques, il en connaît les ficelles. Rodrigue Tongue, à vous d'accueillir nos invités et d'ouvrir les hostilités. Cabral nous dira ce soir si ce sont des hostilités. Arnaud Ngefak. Cabral, bonsoir. Bonsoir à vous, Rodrigue Tongue, bonsoir à vos nombreux téléspectateurs et à ceux qui sont dans ce studio. Je ne sais pas si je suis autorisé à leur dire bonsoir aussi. Non, vous parlez au public, aux téléspectateurs, pas au public, aux téléspectateurs. Bonsoir à vos nombreux téléspectateurs. Je suis conscient d'une chose, au regard de l'évolution que j'ai pu constater dans les réseaux sociaux, que le courage de mes initiatives ainsi que le retentissement qu'elles connaissent ont fini par faire de moi une sorte d'objet politique attractif pour certains. De toute façon, je suis au cœur aujourd'hui de beaucoup de questionnements, de beaucoup d'enjeux. On est parfois hostile, puisque vous avez employé le terme hostilité. C'est Arnaud Ngefak. C'est Arnaud, quand je dis vous, c'est l'équipe de production. Oui. Mais c'est avec beaucoup de plaisir que je suis là face aux compatriotes, heureux de savoir qu'ils sont nombreux à nous regarder et que j'espère qu'ils seront également nombreux à trouver, à bien saisir les contours du nouveau visage que nous sommes en train de dessiner pour le Cameroun. Et en parlant de nouveau visage, vous êtes de ce côté, à ma gauche. Pour moi, ça me paraît bizarre, vous pas, d'être à ma gauche alors que habituellement vous vous retrouvez ici, titillant ceux qui étaient là. Vous promettez de jouer le jeu ce soir? Oui, je suis un blanc-bec à cette position. Oui. De l'autre côté, j'étais plutôt déjà expérimenté, mais c'est bien la preuve que je ne suis plus le même. Je suis passé de l'autre côté maintenant, du côté des leaders, de ceux qui portent des idées, de ceux qui dirigent d'autres personnes. Et je puis vous dire que peut-être quand j'étais de l'autre côté, je n'en saisissais pas toujours toute la pesanteur, mais c'est avec joie. Parce que au-delà de tout, de ce décor-là, ce qui me motive, vous devez le savoir, je l'ai souvent dit, je le redirai au courant de cette émission. Je suis profondément acquis à la cause du changement. Je crois que le Camerounais mérite un autre sort, mérite un autre traitement, mérite une autre situation. Et j'ai décidé de consacrer désormais ma vie à me battre pour cela. Maintenant, il appartiendra à ceux qui nous regardent, à ceux qui sont autour,
de nous y accompagner ou pas. Mais de toute façon, je crois que désormais, pour moi, c'est la cause d'une vie. Eux, ils sont encore de ce côté. Abou Diotou, bonsoir. Bonsoir Audrey. Bienvenue dans l'arène. Merci de m'avoir invité. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Bertrand Mona, bonsoir. Bonsoir Rodrigue, Bienvenue. bonsoir, merci de m'avoir invité, bonsoir Cabral. Bonsoir Bertrand. Nous attendons toujours Njoya Moussa qui nous rejoindra sans doute au courant de cette émission, mais puisque le décor est presque campé, je signale que Karen Mezatia sera là vers le premier quart d'heure de cette émission pour vos préférences, Cabral Libi, et vers la fin, Alain Gizan Kanga pour la synthèse, presque, puisque le décor est presque planté. Nous allons donc commencer avec la première halte de cette émission. Alors, Cabral, je voudrais commencer par celle-ci. Quel est le point de convergence entre l'idéologie de 11 millions de citoyens et Univers qui vous a investi? Du point de vue idéologique, à quel point vous vous retrouvez? Alors, le mouvement 11 millions de citoyens qui est une excroissance de l'opération, et Arnaud l'a bien relevé tout à l'heure, a des objectifs clairs. Le premier objectif, c'est l'inscription ou la sensibilisation de population afin d'atteindre le chiffre de 11 millions d'inscrits. Le deuxième objectif, c'est celui du renouvellement de la classe politique. Et au regard de ce deuxième objectif, il y a un troisième qui se greffe. C'est susciter des candidatures partout sur le territoire national, principalement chez les jeunes, qui pour certains, nous l'avons découvert sur le terrain, étaient ignorants de ce que, à partir de 23 ans, ils pouvaient postuler à être conseiller municipal, à être député de la République. Voilà nos objectifs. Alors, c'est là, véritablement, le point de convergence. Prosper Koumvondo est le capitaine opérationnel d'un parti politique dont le président, en réalité, s'appelle Dieudonné Atangana, qui est beaucoup plus discret. Mais je cite le professeur Koumvondo parce que c'est avec lui que cet échange a eu lieu. Lorsque nous nous sommes rencontrés, d'abord en Ngaoundéré, et ça avait d'ailleurs été diffusé sur Canal 2 International à la faveur d'une des descentes de sensibilisation, très vite, nous sommes tombés en accord. Il est à la tête, l'un des leaders d'un jeune parti politique qui lui aussi vise le renouvellement de la classe politique en privilégiant la jeunesse. Bon, venant de lui, ça peut se comprendre, c'est un enseignant d'université et d'ailleurs l'essentiel de son électorat en Ngaoundéré, parce qu'il est conseiller municipal, lui vient de l'université dans laquelle il enseigne. C'est ce point de convergence en réalité qui nous a mis ensemble et c'est autour que nous construisons le reste. Mais lui, il dit le 11 décembre 2017, ici à Yaoundé, au moment de cet accord, qu'il vous donne la capacité juridique d'investir des candidats pour les élections et notamment la présidentielle. Alors, du coup, l'opinion se demande, est-ce que Cabral a simplement utilisé un copain qui avait le pouvoir d'investir parce qu'il a des élus, dans ses rangs, et puis on n'a pas regardé le fond, parce que jusque-là, on ne sait pas, on ne décèle pas toujours le fond de la substance de l'alliance qui vous met en relation aujourd'hui. On ne sait pas toujours du point de vue idéologique ce qui vous met en contact. Ça aurait pu être l'UPC. Pourquoi ça n'a pas été le SDF? Pourquoi ça n'a pas été... On se dit au moins qu'au-delà de l'amitié qu'il pourrait avoir entre le leader d'Univers et vous, il y a un substrat idéologique. Alors, que vous me disiez que vous ne comprenez pas le fond de cette alliance, c'est deux choses. Soit vous n'en connaissez pas le contenu, soit vous en connaissez le contenu, vous faites semblant de ne pas le connaître, ou alors vous ne l'avez pas compris. Mais dans tous les cas, ça m'oblige à redire ce qui a déjà été dit. C'est une convention toute simple, à deux clauses. Deux clauses. La première, c'est l'unité d'action sur l'objectif d'inscription des Camerounais ou de sensibilisation des Camerounais à s'inscrire massivement sur les listes électorales. Deuxième clause, investiture commune ou commune. Une investiture commune des candidatures aux élections. Pourquoi investiture commune? Et c'est là le cœur en réalité de votre questionnement, pourquoi pas l'UPC? Alors rappelez-vous très bien, lorsque nous avons lancé l'opération 11 millions de citoyens, il y a eu beaucoup de réactions, de positives et de négatives. Parmi les réactions négatives, vous vous souvenez de certains leaders d'opinion et politique qui estimaient que c'était une aventure
tout simplement. Certains employaient des termes un peu plus sévères, d'ailleurs, sur lesquels je ne veux pas revenir, on n'en est plus là. Mais en réalité, l'idée derrière, c'est que cette histoire n'arrivera à rien, parce que ne l'oubliez pas encore. Et Arnaud Ngefak, j'ai été très heureux de l'écouter tout à l'heure, c'est parti d'un buzz. Cabral Liby, candidat à l'élection présidentielle, vous vous rappelez très bien. Et c'est de ce buzz qu'est née l'opération 11 millions de citoyens. Et du coup, d'inscrits d'abord. beaucoup avaient perçu en cette opération une sorte de stratagème qui planifiait ma candidature. Et du coup, ceux qui auraient dû s'associer à nous pour que nous sensibilisions ensemble les Camerounais à s'inscrire sur les listes électorales, c'était immédiatement constitué en adversaire politique. Et ils avaient donc tout fait de dire aux gens, ben, écoutez, vous le suivez, c'est un aventurier, c'est une aventure, ils sont tous des timbrés. Ben, 11 millions, ce n'est pas un parti politique, et quand bien même ce serait un parti politique, ils ne pourraient pas aller à l'élection présidentielle, et ils avaient raison, parce que pour aller à l'élection présidentielle, il faut avoir des élus, selon le code électoral actuel qui date de 2012. Et il n'y a que 22 partis politiques, justement, qui ont des élus et qui peuvent donc investir des candidats à l'élection présidentielle, puisque c'est de ça qu'on parlait davantage à l'époque. Et évidemment, ils avaient raison. Mais nous, en ce moment-là, ce n'est pas ce qui nous préoccupait. Ce qui nous préoccupait, c'était de rassembler autour de l'objectif d'inscription. Et évidemment, à un moment, il s'est posé cette question-là. Comment irions-nous aux élections? Ça, ce n'était pas compliqué à la vérité. Parce que pour les législatives et les municipales, nous avions une kyrielle d'offres. On n'avait même plus besoin de transformer, et tel n'était d'ailleurs pas notre objectif, et ça ne le sera pas, de transformer 11 millions de citoyens en partis politiques. Donc il y avait plusieurs partis politiques tout neufs, parfois anonymes, qui s'offraient à nous pour les législatives et les municipales, mais il y avait effectivement l'hypothèque de la présidentielle. Et on a donc entamé une série de négociations avec un certain nombre de partis politiques. Alors naïf que j'étais à l'époque, je m'étais dit, ben, très vite je trouverai un parti politique. Vous l'avez dit tout à l'heure, avant j'étais de l'autre côté. Et Dieu sait à quel point je me suis mis au service souvent de certains partis politiques, au point que je faisais des voyages à mes frais juste pour apporter mon soutien à certains partis politiques qui ont des élus. Et du coup, je m'étais dit, ben, surtout que j'avais derrière la tête l'idée des primaires, je m'étais dit, ben, très vite, je trouverai un parti politique et on organiserait des primaires en son sein. Et peut-être j'aurais une chance, effectivement, d'être choisi dans le cadre des primaires. Et ben, tous, mais pratiquement tous, m'ont envoyé balader contre toute attente. Même ceux qui m'étaient relativement proches et que je considérais même, avec qui je croyais entretenir une certaine affinité, ils m'ont envoyé balader. Et avec du recul, je leur donne un peu raison. Ils trouvaient qu'en réalité, nous étions comme les autres des aventuriers et que ça ne mènerait à rien et que j'étais un blanc-bec, je devais m'aligner tout simplement. Et puis, je l'avoue aujourd'hui, la dernière personne que j'ai rencontrée dans le cadre de cette négociation, c'était exactement le professeur Okunvondo, la toute dernière personne. Et on n'a pas discuté longtemps. Il m'a dit, écoute, Cabral, je sais bien que vous voulez un parti politique qui peut aller à l'élection présidentielle et qui peut aller à toutes les autres élections, c'est tant mieux. Vous n'êtes pas préoccupé de l'idéologie, de savoir si c'est un parti de gauche, si c'est un parti de droite, s'il était plutôt ultralibéral, s'il était socialiste, s'il était communiste. C'était ça ma question. Si vous m'aviez laissé... Est-ce que vous avez questionné l'idéologie d'univers avant cette alliance? Si vous m'aviez laissé terminer, vous n'auriez pas posé cette question. Parce que c'est une question de priorité. Il fallait trouver un appareil. Et lorsqu'on a pu trouver cet appareil, très vite nous sommes tombés d'accord sur le fond. Vous n'aviez plus le choix, puisque c'était le dernier appareil. Non, mais on est tombé d'accord, mais c'est ça le plus important. Oui. Nous sommes tombés d'accord sur le fond. Dans le choix idéologique, de reconfigurer le socle idéologique du Parti Univers, dont je suis sûr que vous êtes ignorant. Et c'est ce travail que nous avons entamé depuis. C'est pas sûr. C'est pas sûr. C'est pour ça que je pose la question. Je veux savoir. Vous me direz tout à l'heure, à la fin de l'émission, s'il y a une distance entre le projet de société du professeur Okunvondo, contre qui j'avais été à cette émission sur la proximité, à la reine, je vous rappelle. Je vous interroge depuis 5 minutes sur la proximité entre votre idéologie et celle d'Univers. Je n'ai pas toujours de réponse. Bertrand Renard? Oui, Cabral Liby, je me souviens à la fin de cette opération, 11 millions d'inscrits, lors d'une édition du journal Parler de Midi à Royal FM, il avait confessé que ça ne s'était pas très bien passé parce que ayant fait le déplacement sur le terrain, il a compris que les Camerounais avaient un problème avec l'élection. Ils étaient réticents, ils étaient hésitants. Alors aujourd'hui, j'ai retenu des expressions, il a parlé de buzz par rapport à ce qui était sorti dans les réseaux sociaux en parlant de Cabral candidat, parce qu'il était un personnage médiatique, médiatisé, qui charrissait beaucoup d'adhésions, beaucoup d'émotions. Et puis maintenant, il parle du Parti Univers comme
le dernier rempart, parce que les autres n'avaient pas été Lui avait claqué la ouverts, porte. n'avaient pas été ouverts à sa proposition. Alors, ce que je veux savoir, c'est est-ce que vraiment cette candidature a été pensée? Parce que là, on a l'impression qu'on parle du buzz, parce que c'est la motivation, de la réaction qui est, je veux dire, machinale des internautes, et maintenant, un parti qui, il faut le dire, n'est pas véritablement, n'a pas une assise véritable sur le plan national. Est-ce que ce projet-là a vraiment été pensé, si je m'appuie sur ces deux éléments? Oui, alors votre question souffre d'un détail, c'est qu'elle est inspirée du buzz. Moi, ma candidature ne vient pas du buzz. Ce qui naît du buzz, c'est l'opération 11 millions de citoyens. En fait, la question n'est pas inspirée du buzz. Je veux dire que vous avez dit que la première étincelle, c'est qu'il y a eu un buzz lorsque sur la toile, des gens se sont amusés à dire Cabral candidat. Et puis ensuite, lorsque vous avez pris conscience que vous pouvez candidater, vous vous êtes positionné. Personne de ceux qui sont vraiment, qui ont une assise politique véritable, n'ont voulu vous ouvrir des portes. Et il y a eu quelqu'un qui a dit, OK, moi je suis prêt à vous l'offrir. C'est pour ça que je dis, est-ce que ça a été pensé véritablement? Parce que là, on a l'impression que vous accrochez sur un serpent parce que vous êtes en train de vous noyer par rapport à la candidature. Non, pas du tout. Je réponds à la première question avant de réagir à l'insinuation que vous faites. J'étais en train de vous dire que la candidature aujourd'hui que j'incarne a été pensée. Pourquoi? Parce que la première fois que vous m'entendrez, Bertrand Ouna, dire que je suis candidat, c'était après le 2 février 2018. Avant cette date, jamais je ne vous ai dit, quand je dis vous, je ne parle pas de vous personnellement, mais vous y compris, mais la convention avec Univers Cabral, c'est le 11 décembre. Mais la convention, 2016, le 11 décembre, 2017, pardon. La convention qui a lieu à l'hôtel des députés, le 11 décembre 2017, ne parle pas de ma candidature. Elle parle de convergence d'action pour l'inscription sur les listes électorales et l'investiture des candidats à toutes les élections. Voilà. Parce que figurez-vous que, certes, on peut s'arc-bouter sur la présidentielle aujourd'hui, parce que j'ai été investi par le parti Univers, mais depuis mai 2017, quel est mon discours? Je m'adresse aux Camerounais, aux jeunes Camerounais. Je leur dis, soyez candidats. C'est pour ça que je vous avais dit, au soir du 31 août, que certes, le décompte numérique n'était pas satisfaisant, ce qui était la palissade, ça relevait de mon honnêteté. Mais je vous avais dit autre chose que vous n'avez malheureusement pas voulu relever. C'est que du point de vue citoyen, nous avions atteint plus que les objectifs que nous nous étions fixés. Parce qu'avant nous, qui l'avaient fait, avant nous, tous les partis politiques qui œuvrent dans le champ des inscriptions, avaient-ils réussi à créer une effervescence autour de l'inscription sur les listes électorales? Je sais de quoi je parle puisque je les côtoyais tous. On partait tous du même postulat qu'effectivement les Camerounais ne s'inscrivent pas pour les multiples raisons que nous connaissons. Avouons que même si ça avait été un coup de poker, ça a été un coup de poker gagnant. Parce que je suis, le mot est toujours haïssable, celui que Dieu a utilisé pour que la question de l'inscription sur les listes électorales revienne au goût du jour. C'est tout ce que j'ai fait. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a voulu me tuer jusqu'ici. Simplement parce que j'ai dit une chose qui est chère à tous les hommes politiques. Alors, est-ce que justement cet élément-là, que nous avons salué tous à son époque, cette initiative de vouloir appeler les jeunes majoritairement en âge de voter à aller s'inscrire sur les listes électorales, ça a été quelque chose de formidable. Mais est-ce que justement, c'est seulement cet élément-là qui vous a poussé à aller rapidement vers cette élection au point de vous accrocher sur une formation politique qui en réalité n'a jamais réussi véritablement à s'imposer sur le plan national? Alors vous revenez sur cette insinuation. Oui. D'abord, je ne sais combien de partis politiques ont réussi à s'imposer on les connaît. Sur le plan on les connaît, national. Le SIF. Oui, mais peut-être ils ne sont pas nés la même année. Idriss Kabangwala, Connaissez-vous l'âge de ce parti dont vous avez prononcé le nom pour la 10e fois en 30 minutes? Enfin, ce qui n'est pas le parti fait partie des 22, parti 22 élus. Parce que ce sont des élus quand même. Mais je vous rappelle, sur le plan populaire quand même, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, ce parti-là a une assise. Mais monsieur Ouna, je ne remets pas en cause votre culture politique. Mais dans un environnement où il y a 302 partis politiques, qu'un parti politique né en 2012
ait pu avoir des élus un an plus tard, en 2013, et faire partir aujourd'hui de la shortlist des 22 partis qui ont des élus au Cameroun, vous me dites que ça, c'est pas une performance, c'est de la mauvaise foi, convenez-en. Pas encore. C'est pas de la mauvaise foi parce que justement, lorsqu'on connaît Cabral et qu'on sait la popularité, ou peut-être le côté populaire dont il jouit sur le plan médiatique, on attendait Cabral avec une chapelle politique qui a un peu plus d'envergure. Cabral lui-même a on reconnaît confessé, qu'aujourd'hui, Cabral lui-même a confessé alors, que même les plus inattendus lui ont claqué la porte. D'abord, je voulais dire toute honnêteté, voilà. J'avais essayé avec d'autres, ça n'a pas marché. De deux, vous savez, je fais partie, je l'avoue, de cette race de personnes qui osent, de personnes courageuses. Il fallait être courageux pour lancer un défi comme celui-là, dans le champ politique. 11 millions d'inscrits. Il fallait quand même le faire. J'ai été, peut-être pas pionnier en la matière, mais dans ce type d'opération, reconnaissons-le. Et quand je dis je, à la vérité, monsieur Owona, je devrais me mettre à genoux pour remercier tous ces jeunes qui y ont cru. Ce 27 mai 2017 à Douala, réagissant simplement à un appel que j'avais lancé sur Facebook. Ces jeunes qui ont floqué des t-shirts, loué une tente, loué la sono, loué 100 chaises, sous une tente, au point que Canal 2, Equinox, que personne n'avait appelé, simplement par professionnalisme, sont venus faire un reportage et que Elé comme ce jour reconnaît avoir fait un chiffre record qui est d'ailleurs difficilement atteint jusqu'aujourd'hui, c'est-à-dire en une journée, faire inscrire près de 978 personnes. Reconnaissons quand même que ces jeunes-là, c'est eux en réalité qu'il faut remercier. Et personne ne se doutait, personne ne soupçonnait qu'au Cameroun, il existait encore cette race de jeunes qui pouvaient bénévolement se lever et se mobiliser. Je pense que ces jeunes-là, ces hommes, ces femmes, et je salue d'ailleurs ceux qui m'écoutent, j'ai oublié, je vous ai fait la promesse, ces jeunes de Kousseri qui sont à l'hôpital de Kousseri en ce moment et qui m'ont dit, nous voulons juste un bonsoir de ta part pour le travail que nous faisons ici. Eh bien, je vous dis bonsoir. Ces jeunes-là, qui sont au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, ayant un minimum de respect pour cela. Vous savez, vous aurez tort un jour de les avoir méprisés. Et ce jour n'est peut-être pas loin. Tout comme vous aurez peut-être tort un jour. Il pose juste des questions. Vous aurez tort. Mais toi, on pose juste des questions. Nous allons donc rentrer dans le programme, dans l'offre. Vous aurez peut-être tort également d'avoir méprisé le parti. Cabral, c'était des Je ne l'ai pas méprisé, je nous allons rentrer sur dans pertinence politique. dans l'offre que vous formulez en direction des Camerounais. Vous demandez leur suffrage en fin d'année. Abou Diatou. Oui, avant d'entrer précisément dans l'offre, moi j'avais une question préliminaire. Pendant combien de temps avez-vous mûri votre projet de prendre part à la présidentielle de 2018? Alors, à la vérité, j'ai un projet pour le Cameroun depuis des années. Et quelques lignes d'ailleurs transparaissaient dans mes multiples sorties publiques. C'est un vieux rêve. J'ai toujours, d'ailleurs j'avais programmé, à ceux qui me sont proches, souvent ils me le disent aujourd'hui, ils me disent, mais cette affaire, tu en as toujours parlé. J'avais déjà prévu, à titre personnel et avec quelques amis, de présenter en 2018 un projet de société, même si je ne serais pas candidat. C'est une vieille idée. Et il me semble même l'avoir exprimé un jour, pour ceux qui écoutaient mes chroniques à Equinox à Douala, l'avoir dit. Et peut-être, je crois, même dans votre émission, M. Bertrand Ona. Je l'avais dit il y a longtemps, et tout le monde en avait ri. J'avais dit, il est inadmissible que nous allions en 2018, avec 4 scrutins en théorie, et que nous soyons dans ces relatives morosités. Il est temps que nous proposions des idées nouvelles, d'autres façons de faire. Ou même simplement que nous remettions au goût du jour un certain nombre d'idées forces qui doivent structurer la gouvernance d'un pays. Je l'avais dit il y a longtemps. Donc en fait, le mouvement, l'opération, le mouvement sont en réalité venus s'indexer à une idée qui sommeillait en moi et à un travail préalable que j'avais commencé à faire. C'est-à-dire je travaillais sur un certain nombre de sujets, j'ai envie de dire à titre bénévole, je les rangeais dans mon ordinateur, je faisais des recherches là-dessus, j'inscrivais mes intuitions. Je le fais depuis longtemps. Donc en vérité, quand on vient parler de présidence de la République, je me dis, ah ben tiens, peut-être le destin, ça existe vraiment. Mais est-ce que vous mesurez qu'il y a une très grande différence entre une idée et un projet? Bien sûr, entre une idée et un projet, bien sûr qu'il y a une idée, il y a une différence. L'idée, c'est une intuition. Un projet, c'est une structuration de cette idée. Je le sais très bien. Mais alors, comment vous expliquez qu'à quelques mois de la présidentielle, la seule chose, ou bien les choses que nous sachions relevant de votre offre politique tiennent sur une feuille?
comment allez-vous convaincre les gens? C'est simplement par le fait que vous appelez les jeunes à s'engager politiquement. Votre offre politique, pourquoi vous ne la vulgarisez? Alors, comme vous êtes certainement bien informé de la pratique en la matière, vous pouvez me dire quel est le timing standard consacré pour décliner un projet de société sur plus d'une feuille quand on va à une élection? Moi, je ne réponds pas aux questions, moi je pose. Ah ben, peut-être vous ne l'avez pas, la réponse, à la vérité. Parce que je pourrais vous dire que le président Macron, on m'appelle le Macron, c'est pour ça que je le dis, le président Macron, auquel on me compare, et ça ne me pose d'ailleurs aucun problème. Vous savez, quel est le timing qu'il a utilisé pour publier son projet de société intitulé La Révolution? Mais la longue attente a été très critiquée en France. Ok. Au-delà de, Très critiquée en France. Ça veut Par dire toutes les que je formations ne suis pas politiques, l'auteur d'un par tous les précédent, courants. mais Donc, quelqu'un dont le choix du timing a été critiqué a finalement été élu. Ben, comme on me compare à lui, peut-être que c'est ce qui va m'arriver aussi. Alors, vous confessez donc qu'il n'y a pas de programme. Rodrigue, Vous confessez qu'il n'y a pas de programme Mais pour je le vous moment? dis que le programme, vous savez, publier un programme, ce n'est pas un concours de beauté. Non. Pas On du veut tout. juste savoir. Et vous savez, c'est des questions. On oui, veut je seulement les sais, réponses. c'est des questions Voilà. de journalistes, Voilà. tout ça. En fait. Donc, votre objectif, c'est de m'enculer avec les questions. J'ai été à vos positions. Je dis simplement que ce n'est pas un concours de beauté. Et puis, justement, ça vous échappe parce que vous êtes encore de l'autre côté. Moi, je sais, lorsqu'il faut réfléchir pour diriger un pays, lorsqu'il faut structurer une offre pour les vies des gens, et vous avez parlé d'idées tout à l'heure, c'est une idée structurée, mais c'est toujours un faisceau d'idées. Parce que le projet, c'est une projection. Étymologiquement, c'est cela. C'est une projection, philosophique même, j'ai envie de dire. C'est une réflexion profonde. Parce qu'un projet n'est pas un programme. Le programme, c'est la déclinaison programmatique par détail sur l'implémentation. Le projet, c'est une vision à la vérité. Et je vous dis, ce que vous avez sur un feuillet à 11 points, c'est un travail qui nous a pris, parce que je l'avoue, ce n'est pas moi tout seul, qui nous a pris du temps. Maintenant, nous travaillons. Je peux donc vous dire aujourd'hui que l'ouvrage intitulé « Un Cameroun qui protège et qui libère les énergies » sera publié le mois prochain, au plus tard le 15 du mois de mai. J'espère que maintenant c'est connu de tous. La matière, c'est les 11 points. On va donc revenir sur les 11 points. Rodrigue, Oui, j'ai une question parce que lorsque je vois la réponse que Cabral adresse à la question d'Abou Dioutou tout à l'heure sur la différence qu'il y a à faire entre une idée et un programme, il parle de Macron, il parle du mouvement. Alors moi j'ai envie de dire qu'un mouvement ne s'éternise pas sur la durée. C'est la différence qu'il y a avec un mouvement politique, un parti politique qui a une idéologie. Alors à ce niveau, on a l'impression que c'est calqué sur un modèle qui attend encore à s'adapter sur le contexte camerounais. Lorsque vous parlez de Macron, avec lequel on vous compare, du point de vue de la jeunesse, c'est possible, du point de vue de la sagacité au niveau des idées, de votre capacité à être éclectique sur plusieurs sujets, ça peut se comprendre. Mais est-ce que là, lorsqu'on parle là d'une présidentielle, de l'enjeu de diriger une nation, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un peu de légèreté dans votre façon d'appréhender le sujet? Encore que comparaison, pour comparaison, Macron n'a pas annoncé sa candidature un an avant la présidentielle, c'était quelques mois seulement. Non. Ou on copie Macron, ou on ne copie pas. Ben, écoutez, Macron a effectivement lancé son mouvement un an, jour pour jour, avant l'élection présidentielle. Mais il a été candidat, jours, très exactement. Il a été candidat qu'en 2017. Ben, bien sûr, 3 ou 4 mois. Mais vous êtes déjà candidat. Mais vous êtes déjà candidat, bon. Mais bien sûr, si un c'est coup bien la vous preuve copiez que Macron, c'est bien la preuve que les Camerounais ne sachent c'est bien la preuve que Cabral n'est pas Macron. Et c'est bien la preuve qu'un coup vous copiez Macron, et un autre coup il vous faut copiez pas. absolument s'inventer. C'est vous, quand je dis vous, de la presse et autres, Vous avez indiqué que ça vous gênait pas. Mais évidemment que ça ne me dérange pas. Nous présentons des points communs, vous venez d'en relever un. Mais je rappelle souvent que vous, Rodrigue Tongue, que je connais depuis au moins 2004, lorsque je fais la une de 4 journaux dans ce pays, un 24 ou 26 avril, je ne sais plus, non, un 16 avril 2004, je vous cite parce que vous êtes dans le Messager à l'époque et que vous faites partie de ceux, je crois bien, vous êtes au Messager à l'époque, et vous faites partie de ceux qui relaient cette actualité parce que je suis porte-parole de l'appel de 1000 étudiants contre la réélection de Paul Biya il y a 14 ans. Personne d'entre vous n'avait jamais entendu parler d'Emmanuel Macron. Ça fait 14 ans
Un jour, puisque vous faites des comparaisons, vous sortirez ces archives d'il y a 14 ans, vous sortirez les miennes d'il y a 14 ans. Mais votre question que vous avez posée tout à l'heure, je voulais y revenir. Comme il ne vous a certainement pas échappé que dans une de mes vies parallèles, j'ai été juriste, donc je sais faire, et vous n'en doutez certainement pas, la différence entre le système juridique français et le système juridique camerounais. J'ai envie de dire que c'est vous qui vous me prenez sur des questions terminologiques qui sont en réalité des questions de surface. Le mouvement politique en France, ça a une définition, une nature juridique, une substance juridique, alors qu'au Cameroun, ce que nous appelons mouvement, en réalité, ce n'est qu'un nom. Parce que c'est une association. Et justement, on a l'impression que vous vous cramponnez dessus, sur cette capacité à mobiliser, à attirer la jeunesse. Parce que vous avez du verbe, parce que vous savez vous adresser, vous êtes loquace, vous savez parler au public. Mais est-ce que c'est suffisant de s'arrêter là-dessus pour dire que je suis capable de porter le destin d'une nation? Est-ce que vous avez vraiment mesuré l'ampleur du défi qui est le vôtre à ce niveau-là? Je peux vous dire en toute humilité que pour sensibiliser les gens, accrocher les gens, vous l'avez dit, je le fais, il ne suffit pas d'être éloquent, il ne suffit pas d'être loquace. Parce que éloquent, il y en a au Cameroun, et de loin, plus que moi. Vous savez, pour que les gens vous suivent, il ne faut pas parler, ce n'est pas l'alignement des mots. Mais il faut que les mots que vous sortez de votre bouche aient une charge. C'est cette charge, en réalité, qui convainc l'autre. Et cette charge, c'est quoi? C'est parfois la sincérité. C'est parfois la détermination. C'est parfois la volonté. C'est parfois l'honnêteté. C'est les valeurs que vous incarnez. Parce qu'en réalité, je ne suis pas un ovni. Et vous le dites. Ça fait 14 ans que je suis dans le champ public. Donc, ils sont nombreux qui nous regardent dans ce moment, mais en réalité, qui m'écoutent et qui me regardent depuis longtemps. Ils ont eu le temps de me jauger, de me sous-peser. Donc, au moment où je leur demande de s'inscrire, ce n'est pas tant sur le fondement de ce que je leur dis à l'instant, mais c'est peut-être justement mon parcours qui leur parle. Mais est-ce que Cabral Libi, à l'heure où nous... Dernière question avant mes préférences. Au moment où nous nous situons à quelques encablures de cette présidentielle, c'est vrai, tous les acteurs politiques, le discours, c'est à la dénonciation de ce qui ne va pas avec le régime Biya, les limites sur le plan éducatif, sur le plan social, sur le plan politique et économique. Un recadrage étatique qui répond aux attentes des citoyens. Le discours différent que vous apportez en dehors de la contestation ou alors de la présentation des limites qu'on peut observer tous sur le fonctionnement de l'État au Cameroun en ce moment. C'est vrai, vous balayez toujours un certain nombre de choses rapidement. Pas du tout, je ne balaye pas. Oui, mais dans je le vous club, pose juste une question. Dans le club, je connais votre pertinence sur la présentation de ce qui ne va pas. Mais maintenant, qu'est-ce que vous présentez de nouveau qui peut convaincre en dehors de votre capacité à attirer par mobiliser la facilité de dire des choses? Qu'est-ce que vous apportez de nouveau là pour montrer que vous êtes capable de quelque chose de différent? Vous savez, Cabral Libi, quelle est la plus-value de votre offre politique? Les deux sont convergentes. Vous pouvez le dire pour faire sourire les téléspectateurs. Je crois que c'est un moment important. La plus-value de mon offre politique, c'est l'humain. C'est-à-dire quoi exactement? C'est l'humain. La contestation? C'est-à-dire qu'il faut remettre l'humain. Et c'est pour ça, peut-être que ça accroche, il faut remettre l'humain au cœur de l'action de l'État. Jusqu'ici, on survole. On peut parler de projets, on peut parler de programmes. Mais, M. Owona, entendons-nous très bien. Si nous sommes dans un État, quel est le rapport que nous avons à l'État? C'est un rapport de soumission à l'État. Ça veut dire qu'il y a à la base un contrat social. Mais je crains que dans le brouillard des indépendances, nous n'ayons pas eu le temps, nous en Afrique, et le Cameroun y compris, d'écrire le contrat social. Parce que le contrat social, c'est cette entente qui nous met ensemble lorsque une nation donne naissance à un État. Pourquoi sommes-nous ensemble en réalité? À quoi nous sert l'État du Cameroun? Ne suis-je Camerounais que parce que j'emporte la nationalité, parce que je suis né sur un lopin de terre? Parce que la réalité de ceux qui nous écoutent, et ils la vivent, c'est qu'ils ont l'impression, il y en a qui regardent l'État du Cameroun, enfin on ne le voit pas, ce n'est pas une personne physique, c'est une personne morale, d'aucuns comme une étrangeté, d'aucuns comme une affaire qui les oppresse, parce que l'État ne protège plus. Il faut que l'humain, le Camerounais, revienne au cœur de l'action politique. C'est pour ça que moi, j'ai commencé en entrant en politique par l'homme, par l'humain, en lui disant, rejoins-moi, essayons quelque chose. Les hommes, ceux qui vendent autre chose,
la providence, en fait, je dis les hommes providentiels, et descendent du ciel avec toutes les solutions. Eh bien non, voilà la plus-value. Moi, j'associe le Camerounais et je lui dis, construisons ensemble notre avenir. C'est là toute la différence. Vous Le pouvez problème, venir. c'est donc, c'est de Mais, quelle on manière va prendre, l'heure, on on va reviendra. questionner la manière, la méthodologie et l'implémentation dans quelques minutes. Ce sera derrière mes préférences. Et Karen Mezatia Choya est déjà en plateau pour ces minutes-là. Bonsoir Karel, Bonsoir Audrey. bienvenue dans l'arène. Vous avez l'invité pour 6 minutes. Merci. Cabral Libi Lingué, bonsoir. Bonsoir Karel et mes félicitations. Merci. Et pour votre mariage et pour votre bébé. Je ne sais pas si je suis indiscret, mais... Venant de vous, j'accepte ça comme ça. Merci Ok. bien. Alors, petit déjeuner ce matin à la hâte ou complet? J'ai un défaut, j'ai de la peine, je ne sais pas si je dois dire ça, on va encore utiliser ça contre moi, mais j'ai de la peine à manger le matin. J'ai envie de dire que je suis né comme ça, j'ai ce souci-là. On m'a dit, ça justifie peut-être un peu pourquoi je suis un peu malingre, mais c'est un souci, c'est un souci. Donc aujourd'hui encore, hélas, malgré tous les efforts que mon épouse fait, surtout aujourd'hui, j'ai profité qu'elle était un peu distraite, de toute façon, je n'ai pas pu le dire. C'est justement pour ça que je posais la question. Je sais également que vous avez... Mais je me suis rattrapé vers 16h quand même. J'ai mangé vers 16h. D'accord, quoi? Aujourd'hui, c'était un bon haricot avec la viande dedans. Je dis parce que je cherche le nom. Il y a un nom, enfin, je ne sais plus. Le cassoulet, exact. C'était ça. Je sais également que vous aimez bien la sauce d'arachide avec le poulet du village. Exactement. Pourquoi particulièrement le poulet Si du vous me village? piégez là, vous me prenez. Ah bon? Oui. Pourquoi particulièrement le poulet Ah, du ben, vous village? savez, les affaires de goût là, je ne sais pas. Peut-être parce que j'ai beaucoup grandi. Vous savez, j'ai passé beaucoup de temps au village. Bien que papa était fonctionnaire, mais nous on avait un système. Le jour où on remet les bulletins, le même jour, le même soir ou le lendemain matin, vous êtes au village pour faire les pièges, défricher les champs et tout ça. Donc peut-être il fallait toujours, je ne sais pas si c'est peut-être ça, il fallait s'assurer que les poulets sont rentrés à l'étable, je ne sais pas. Mais j'aime le poulet de village, il est bon. Vous ne l'aimez pas, vous? Je l'aime bien aussi. Et la Alors- sauce d'arachide, et il y a 2 types, ou 3 d'ailleurs d'arachide. Je parle encore de l'arachide du village. Parce que quand ce n'est pas l'arachide du village, c'est un peu... Il y a une différence au niveau du goût, c'est cela. Là, c'est une dame qui parle. Vous avez également une phrase de fétiche, courage, ça va aller. Est-ce une manière pour vous d'encourager ceux qui vous entourent? Oui, et peut-être m'encourager moi-même aussi. Je pense qu'il faut être positif, il faut être combatif. Moi, je pars du postulat que nous avons tous un soutien que nous devons écouter. C'est Dieu. Dans tout ce que nous faisons, nous devons écouter la voix de Dieu. Mais une fois que Dieu a tracé la voie que vous devez suivre, ne vous imaginez pas que parce que c'est Dieu qui l'a dit, alors tout vous sera déroulé. Parfois, c'est même tout l'inverse. Souvent dans la vie, ce qui est trop facile, Dieu n'est pas dedans. Donc, je considère, on dirait encore que c'est une marque d'orgueil, mais je me suis toujours considéré comme étant un missionnaire. J'ai ma petite partition à jouer au Cameroun. J'ai ce que j'ai à faire, je vais le faire. Je ne sais pas si je vivrai longtemps ou pas, mais je dois faire ce que j'ai à faire. Si je vous racontais toute ma vie, vous me donneriez un peu raison. Vous savez, je suis mort et ressuscité à un moment de ma vie. Ah bon? Ah ouais. À quel moment exactement? Eh ben, quand j'étais tout petit, je suis mort carrément. Et puis, mon papa, bon, je n'étais pas totalement mort, mais j'étais en train de nourrir. Le pouls, c'était devenu très irrégulier. Et mes parents m'ont porté pour que j'aille mourir définitivement au village. Et dans le train, parce que nous sommes sur les rails, il y a quelqu'un qui était assis en face de ma maman qui pleurait en me tenant dans les bras, parce que je suis jumeau. Et quelque temps avant, ma jumelle était décédée dans les circonstances à peu près pareilles, donc maman était sûre que les deux sont partis. Et puis, il y a une dame mystérieuse qui lui dit à un moment, passez-moi ce bébé, en fait, cet enfant, elle me prend, elle remet l'enfant et elle lui dit, n'allez pas au village, allez à tel endroit, dans telle destination. Vous cherchez tel, il va guérir l'enfant. Et mes parents me racontent que lorsqu'on est arrivé là-bas, le monsieur n'a rien fait de spécial. Il a pris une sorte de poudre qu'il a soufflé dans mes narines. Et puis, je suis debout jusqu'à aujourd'hui. Vous faites bien de parler du fait que vous êtes jumeaux parce qu'on va se prêter à un exercice maintenant. Je vais vous présenter un certain nombre de photos que vous allez commenter avec le concours, bien sûr, de la technique. Si Dominique est avec moi, je voudrais avoir la première photo.
Alors, dites-moi. Ah oui. Hmm. Ah oui, c'est Karine. Hmm. Effectivement, ma jumelle. Ouais, ouais. D'accord. Très jolie. Hein. Très posée. Plus posée que moi. Mhm. Mais bon. Et dans votre... on va revenir sur les autres photos tout à l'heure. Dans votre parcours scolaire, vous avez eu des amours? Un parcours scolaire? Je parle du secondaire surtout. Des Oui, petites oui, oui. amourettes. Oui, 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 bien sûr. Bien sûr. Comme tout garçon pubère, j'ai eu des intentions à un moment. Maintenant, est-ce que mes intentions se concrétisaient toujours? Non. Je me rappelle, je ne sais plus si elle est toujours vivante, je peux donner son nom aujourd'hui. Avant de donner son nom, peut-être je voudrais avoir la prochaine photo. Elle fait partie de ces amourettes-là, la jeune fille? Non. Celle-là n'en fait pas partie. Alors ça, c'est, je voulais vous dire, Nicole, c'était son prénom. Au cours moyen 1, je lui avais écrit une lettre que je l'aimais. Je lui ai donné la lettre, elle m'a giflé. Ah bon? Carrément. Et je suis rentré avec la lettre. Papa a découvert la lettre et il m'a fouetté copieusement. Donc pour la seule lettre, j'avais eu droit à une gifle, à une fessée. Celle qu'on vient de voir, c'est Chantal. Elle est aujourd'hui enseignante à l'université de Ngaoundé, enseignante de sciences politiques. Une jeune dame hyper brillante, comme j'en ai rarement rencontré. C'était ma camarade de banc en première et en terminale. Nous avons eu le bac la même année. Elle a fait une thèse brillante en France, co-dirigée par Yaoundé 2. C'était le professeur Ndioya, qui est vice-recteur maintenant à Douala, qui a été son co-directeur. Et puis elle est enseignante. Elle a même été nommée à l'annexe, je crois, de Ngaoundé à Garoua maintenant. Je lui dis bonsoir si jamais elle regarde. Elle est très brillante, très sérieuse et très pieuse. Il n'y a pas eu d'intention du tout avec elle? Non, pas du tout. Maintenant, je ne vous dirai pas tout non plus. En tout cas, on a compris l'essentiel. Vous n'avez rien compris du tout. Je vous dis que c'était une très grande amie et on est resté de très bons amis. C'est ce qu'on a compris, Kabra. Voilà. Voilà, c'est ce qu'on a compris, rassurez-vous. Alors, à la fac, c'était quoi? Les années de galère, c'était comment? C'était facile? Pas du tout. Vous savez, le Minimex, c'est comme ça que les Belges appellent la pitance que les parents donnent à l'université à leurs enfants. Je l'ai appris en jouant au Scrabble. Donc, ce n'était pas suffisant. En fac, on se battait. Moi, j'ai vite compris, j'ai été accueilli par des aînés qui m'ont dit il faut surtout éviter d'être l'étudiant qui vient à l'école et qui rentre à la maison. Eh bien, je suis entré dans le mouvement associatif. Grâce d'ailleurs à un ami commun à Chantal, M. Macondo, qui regarde certainement, j'ai souvent parlé de lui. C'est lui qui m'a ramené dans le mouvement associatif, Joseph Raoul Macondo, que vous connaissez certainement, qui est maintenant à Douala, je crois. Alors, sur la prochaine photo qui va suivre, c'était quoi? C'était la galère, c'était studio, c'était quoi? Je ne sais pas, vous avez trouvé tout ça, mais... alors là, je suis dans ma chambre B04. Parce qu'à l'époque, à Soie, quand vous arriviez en 3e année, vous partiez à Yaoundé 1. Pour la 3e année, donc. Et il y avait quelques chambres réservées à Yaoundé 2, à Yaoundé 1. Et j'étais à la chambre B04, justement. Elle est bizarre, lointaine, celle-là. Votre plus beau souvenir là-bas, alors, pour sortir, puisqu'on a plus assez de temps? Où ça? En fac? Non, dans la chambre, là. C'était quoi votre plus beau souvenir? Dans la chambre, précisément. Il n'y a que de beaux souvenirs. Il n'y a que de beaux souvenirs. Un exemple? J'ai rencontré tellement de gens. Alors, je crois quand même que... Bon. En tout cas, c'est bon. Merci Karel. J'avais encore plein de questions, mais le temps est parti et arrivé à son terme. Merci Karel Meza Tchatchoya. Nous allons revenir à la première dorsale de cette émission, l'univers idéologique de Cabral. Vous avez compris le jeu de mots avec univers, c'est le parti univers qui l'investit. Abou Diotou. Oui, en lisant les 11 points, ou bien les 11 axes de votre offre politique, je les ai rangés, disons, en 4 grands groupes. Ce que j'appelle les réformes institutionnelles, le programme socio-économique, le Cameroun dans le monde, et puis arrêtons-nous d'abord aux 3 groupes. Alors, pour ce qui est des réformes institutionnelles, vous postulez que vous allez mettre en œuvre un État qui répond aux attentes des citoyens. Mais tous les candidats postulent cela. Même celui qui est en poste depuis 35 ans. Il postule cela. Qu'est-ce que vous allez mettre exactement? Quel type de réforme
vous allez implémenter pour que l'État, sous votre magistère, réponde justement aux attentes des Camerounais? Comment vous allez faire ça? Alors, dans ces postulats que tous les hommes politiques ont en commun, il y en a qui sont démagogiques et il y en a qui sont véridiques. Moi, le premier point de mon projet de société, justement, celui que je porte, et j'insiste toujours là-dessus. Vous voyez Cabral Liby, mais il y a une équipe derrière. Et je les remercie tous les jours pour leur abnégation et leur sacrifice. Ce sont les enseignements que nous tirons du travail de terrain. Vous savez, j'ai déjà fait, j'ai envie de dire, 1 fois et demie le tour du Cameroun dans le cadre des inscriptions sur les listes électorales et même hors du Cameroun. Ça m'a valu ce que ça m'a valu. Et à côté du travail de sensibilisation, nous écoutons les Camerounais. C'est très important. Quel est le visage que vous voulez pour notre État? Eh bien, les gens vous répondent de façon concrète. Nous voulons un paysage institutionnel qui tienne compte de nous. Mais ça, c'est évasif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, par exemple, du point de vue constitutionnel, c'est qu'il faut que la Constitution, désormais, réponde aux attentes du peuple. L'une des attentes, et ça c'est commun à tous les candidats, c'est sur le point électoral, c'est que désormais, nous puissions avoir au Cameroun des élections à 2 tours. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est banal. Mais l'une des choses qui m'a marqué, c'est la décentralisation. Les Camerounais vous disent, nous vivons dans les communes. C'est vrai, il y a le département, c'est vrai, il y a la région, nous vivons dans les communes. Nous voulons que désormais, la commune soit le levier par lequel l'État agit principalement pour impacter sur nos vies. Et c'est pour ça que nous plaçons la commune au cœur de l'action publique au Cameroun. Et je crois que les Camerounais ont raison en le disant, parce que nous habitons tous dans une commune. C'est pour ça que nous allons réviser, quand je dis réviser, reconfigurer si vous voulez, parce que parfois les thèmes sont durs, la Constitution. D'abord pour que disparaissent les gouverneurs et qu'enfin existent les régions, avec pour seul exécutif à la tête des régions, les exécutifs régionaux. Ça, vous allez donc mettre en place ce qui est prévu, parce que la Constitution de 1996 a prévu cela. Oui, mais pour le moment, on n'a pas besoin de reconfigurer la Constitution. Et le président Biya peut vous doubler. Non, pour le moment, il y a encore les gouverneurs. Oui, mais vous avez dit on va reconfigurer la Constitution. Je dis la Constitution, il y a prévu cela. On attend juste l'exécution ou la mise en place. La Constitution a prévu les gouverneurs. Oui. Il me semble que ça devrait disparaître. Oui. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est le Parlement. Il faudrait que le Parlement soit plus fort. Les Camerounais estiment que la chambre sénatoriale est une chambre superflue et que c'est un gouffre à sous. Il faut que cette chambre disparaisse. Je suis d'accord avec les Camerounais. Mais il y a une autre chose à laquelle les Camerounais sont attachés et qui leur est chère. C'est la survivance de l'esprit qu'il y a derrière le Sénat. Parce qu'en réalité, derrière le Sénat, c'est l'esprit de seniorité. Et en Afrique, au Cameroun, nous avons un rapport de respect vis-à-vis des anciens, vis-à-vis des vieux, comme on dit. Ce d'autant que moi j'incarne, c'est vrai, la fougue, l'impétuosité de la jeunesse. Il faut d'ailleurs toujours s'assurer qu'il y a les anciens qui veillent à ce que la borne d'identité ne soit pas déplacée. Ça, je l'ai souvent dit. Donc, nous allons créer au Cameroun, non pas comme une deuxième chambre parlementaire, mais le conseil consultatif des anciens, qui sera composé, vous avez élargi les bras. Oui, parce que ça existe, même sous des appellations différentes, le Conseil économique et social, le Sénat actuel. Quelle serait l'évolution de ce conseil-là? Quelle serait la différence avec ce qui existe? C'est ce que nous voulons savoir. Monsieur Rodrigue Tongé, je vous sais généralement plus sérieux. Le Conseil consultatif, quand ça vous arrange. Le Conseil économique et social n'est pas le Conseil des anciens. Je comprends que vous soyez marqué par la longévité de celui qui en est le président. Non. Mais c'est pas Je veux juste savoir qu'est-ce qu'on met dedans comme contenu. Parce que on peut changer les appellations sans en changer le contenu. On met quoi dans le Conseil des sages qui soit différent du Sénat actuel ou du Conseil économique et social? Ben c'est ce que je m'apprêtais à vous dire au moment où vous m'avez coupé. Si je n'aurais pas posé la question, si vous avez répondu. Je vous dis donc que le Conseil des sages, d'abord, il sera composé des représentants des chefferies traditionnelles.
Comme le Et Sénat. ce sera l'occasion. Non, le Sénat représente les collectivités territoriales décentralisées Qui sont composées dans de- la configuration légale et constitutionnelle actuelle ne sont pas La les Constitution chefs prévoit des chefferies dans traditionnelles. le collège électoral pour les sénateurs la présence des chefs traditionnels dans les conseils régionaux. Donc Oh là là. le Sénat est une phase achevée. Ce que entre dit la guillemets. Constitution, M. Rodrigue Tong, et vous le savez très bien, c'est que les chefs traditionnels font partie du collège électoral Voilà. des conseillers régionaux, mais n'en font pas partie. Moi, Oui, suis en mais train je de dis vous- que c'est eux qui désignent les sénateurs. Donc les sénateurs sont des représentants indirects du peuple et des représentants directs des chefs traditionnels qui font partie des conseils régionaux. Moi, C'est ce qui est prévu. Je vous dis donc qu'il y aura C'est ce plus que le de constituant de représentants. 96 a prévu. Il y aura plus de représentants des chefs traditionnels. Les chefs traditionnels eux-mêmes seront représentés. Ce n'est même pas tant seulement. Je vous dis, ce n'est pas parlementaire. Ils ne votent pas les lois. Le Conseil constitutif ne vote pas les lois. Ils donnent leur avis sur les lois. Leur avis sur les lois qui touchent aux questions culturelles, aux questions traditionnelles, aux questions des mœurs. Même Ça, si c'est au une fond, chose. même si au fond, L'autre Cabral, chose- même si au fond, vous avez dit, vous êtes juriste, même si au fond, le Sénat ne vote pas les lois au Cameroun, parce que l'Assemblée nationale peut tenir compte ou pas des corrections apportées sur un projet de texte par le Rodrigue, Sénat. J'insiste encore, je vous sais plus sérieux. Quand ça vous La arrange. loi, elle est claire. Le Sénat vote les lois. Mais je Au parle Cameroun. des faits. C'est ce que dit la Constitution. Vous avez dit que vous êtes juriste. Même dans les faits, le Sénat L'Assemblée vote nationale les lois. peut ne pas tenir compte des amendements N'empêche. ou des corrections apportées par le Sénat. N'empêche, l'acte de vote est commis, Oui. est posé. Mm. Donc on n'en est pas là. Le conseil dont je Je vous veux parle, toujours percevoir la différence. le conseil, mais c'est ce que je vous explique, le conseil dont je vous parle ne vote pas les lois. Il est garant de l'identité camerounaise. Et c'est de là, cette identité qui doit donc trouver refuge dans les chefferies. Parce que derrière cela, nous allons sortir les chefferies traditionnelles de la politique pour en faire de véritables sanctuaires de notre culture et de nos traditions. Nous voulons revaloriser la chefferie qui a été auxiliarisée depuis 1977 par la loi qui existe en la matière, qui organise les sont les auxiliaires de l'administration. décentralisées. Mais effectivement. Donc il faut que désormais la chefferie soit le lieu de refuge des Camerounais et des Camerounaises. Et que ces chefs, ces anciens, puissent dans des conclaves décider de qui parmi eux. Parce que leur choix ne sera pas électoral, ce sera un conclave, parce que c'est ça notre tradition. Les anciens, quand ils se retrouvent, c'est un conclave. Et la fumée blanche, elle sortira de là, avec ceux qui vont donc siéger dans un mandat bien précis dans le conseil consultatif des anciens. Voilà une reconfiguration en lieu et place du Sénat. Alors, une petite question avant d'aborder un autre aspect de votre programme politique. À chaque fois, vous parlez des Camerounais. Il y en a à peu près plus de 23 millions. Lorsque vous dites les Camerounais, vous en avez rencontré combien? Bon, M. Aboudi Outou, à supposer qu'il n'y en ait que deux, je devrais les appeler comment, les Gabonais? Ou les Centrafricains? Non, la question c'est vous avez rencontré combien? Il me semble que Non, ce c'est soit pas ça la question. C'est la question que moi j'ai entendue. La question, vous savez, M. Aboudi À est moins très que vous vouliez intelligent. Il est tourner à la très dérision intelligent. toutes les questions. La question c'est... L'insinuation qu'il y a derrière la question de M. Aboudi, c'est que quand je parle des Camerounais, je donne l'impression que j'ai consulté tous les Camerounais, y compris lui. Mais son intelligence est tellement développée qu'il ne comprend pas que, même si je n'en ai rencontré que 10, eux aussi ont le droit d'être désignés par Camerounais. Mais vous pouvez au moins le dire si vous avez rencontré 10. En fait, je poursuis ma question. Vous avez dit que votre philosophie de gouvernance, c'est de faire avec les Camerounais. Alors, quand vous avez dicté ces réformes, en disant que c'est le vœu des Camerounais, il me semble que si ce n'est pas la majorité des Camerounais, vous avez un problème. Parce que ce que vous dites là, c'est peut-être le ressenti de certains Camerounais que vous avez rencontrés. Comment vous faites pour mesurer que c'est l'aspiration majoritaire? C'est ça ma question. Vous devez savoir qu'en la matière, il n'y a pas encore de formule magique. Mais il y a une formule comprise et connue de tous, c'est l'élection. Mes propositions à moi, qui sont d'émanation des Camerounais, les vrais. Il y en a de fous. Ah ben je vous dis, les Camerounais, les vrais, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas perdu leur ancrage avec le Cameroun. Parce qu'il y en a au Cameroun qui vivent comme des personnes en transit, qui n'ont aucun ancrage avec le Cameroun. Et beaucoup malheureusement nous dirigent. Et d'ailleurs, les Camerounais ne veulent plus de ce type de personnes. Donc, l'avantage, ou si vous voulez, la particularité ou la singularité des propositions que je formule, c'est au moins leur authenticité. Maintenant, avec ceux-là qui m'ont fait cette proposition, qui sont en train de nous écouter,
nous allons essayer de rallier la majorité à cela. Parce que ça ne s'arrête pas à la chambre consultative dont je parlais tout à l'heure. Ça va bien au-delà. Le paysage institutionnel camerounais, il est pléthorique. Ça se marche dessus. Non seulement il est obèse sur la forme, il est obèse sur le fond. Parce que, et on va parler d'économie tout à l'heure, nous devons faire des économies justement. Il faut trouver de l'argent aujourd'hui. Il faut trouver de l'argent pour changer le quotidien des Camerounais. Ça veut dire que le paysage gouvernemental et même la fonction primo-ministérielle, on peut en parler aussi. Bon, en fait, aujourd'hui, les Camerounais estiment qu'en réalité, c'est le président qui est élu. Et c'est lui qui est garant de l'engagement qu'il prend. Peut-être c'est l'usage qu'on a fait de cette fonction primo-ministérielle qui pose problème, au point que les Camerounais n'y ont pas un véritable attachement. Mais aujourd'hui, moi je vous dis, la fonction primo-ministérielle disparaît. Pour que le président soit secondé d'un vice-président dans les réformes que nous proposons, qui lui, à côté du président, est donc chargé non seulement de le supplier, mais également de veiller à la coordination de l'action gouvernementale. Voilà une autre. Rodrigue, Une question sur vous voulez rendre le service public performant. Ah oui. Alors, comment on s'y prend? On augmente les effectifs, on touche à quel levier? D'abord, on augmente les effectifs. Parce que pour que notre service public... On voulait faire des économies tout à l'heure. Ben, écoutez, lorsqu'on fait des économies, c'est pour les investir sur ce qui rend performant. Nous avons actuellement, et vous devez le savoir mieux que moi, environ 300 000 salariés. Le standard, vous devez le connaître. La fonction publique. Ah, la fonction publique, c'est-à-dire salarié public. Le standard, agent public, un peu plus, si vous voulez, 400 000 même, si vous voulez. Non, 32 000. Hein. Non, pas 32 000, 260 000. Oui, voilà, 260 000 voilà. fonctionnaires agents publics, à peu près. Alors, C'est vrai qu'entre le ministère de la fonction publique et les finances, je ne suis avec pas, le Mboma, ça peut changer, mais c'est à peu près 260 000. Je ne suis pas précis parce que selon que vous lisez Aboudi Outou ou que vous lisez un autre journal, ça diffère parce que selon que le ministre parle lundi ou mardi, il vous donne deux chiffres, y compris le ministre des Finances. Parce que malheureusement, on est encore dans un pays où on ne maîtrise pas les effectifs de ceux qui, tous les mois, prennent l'argent des Camerounais au titre de salaire. Mais arrêtons, tombons d'accord, tout au moins sur ce plateau, sur 300 000. Le standard aujourd'hui, dans le monde, c'est en réalité un agent public pour 10 citoyens. C'est ça le standard. Et nous devrions en réalité, on tolère un agent public pour 25 citoyens. C'est pour ça que des pays comme la France, avec 60 millions d'habitants, en sont à des millions de fonctionnaires. Aux États-Unis, pour 360 millions d'habitants, ils sont à plus de 5 millions de fonctionnaires, d'agents publics, si vous voulez, appelons-les les agents publics. Donc, en réalité, ce n'est pas parce qu'il y a la paresse au sein de l'appareil étatique et que vous voyez des gens qui se rongent les pouces et jouent à Zuma de luxe que vous avez l'impression que le service public est rendu, mais c'est justement pour ça que le service public n'est pas rendu. Donc, il y a un gap qu'il faut combler. Et nous voulons le combler pendant 5 ans en recrutant et en contractualisant 40 000 tous les ans. 40 000 tous les ans. Ça provoque une rallonge budgétaire de 100 milliards. L'enveloppe budgétaire actuellement tourne autour de 1200. Ça fait une rallonge budgétaire de 300 milliards. Pourquoi? Parce que ces 40 000, nous les injectons où? Dans la santé, dans l'éducation, où il y a un manque criard d'agents publics, dans la sécurité, dans la justice. Voilà des secteurs qui sont en réalité impotents en termes d'effectifs et dont nous souffrons tous de l'inefficacité. Ça, c'est un problème qu'il faut absolument régler. Alors, Rodrigue, moi je voudrais, c'est vrai... Je vous ai dit l'homme au cœur. Oui, lorsqu'il parle donc de la réforme du service public, c'est vrai qu'au même moment, il embraye dans le volet de l'emploi, il parle de 40 000 par an et tout le reste. Moi, je voulais attaquer un peu le volet éducatif. Il parle d'un système éducatif de mission et d'innovation. Qu'est-ce que vous mettez dans les missions et les innovations? Très simple. Parce que tous ces derniers temps, on a parlé d'un système éducatif qui n'est pas adapté. Le chef de l'État lui-même a dit qu'il faut absolument redéfinir ce système éducatif pour qu'il soit mieux adapté, pour créer plus d'emplois et surtout produire des jeunes capables d'être compétitifs sur le marché de l'emploi. Qu'est-ce que vous mettez là-dedans? La nouvelle ministre de l'enseignement secondaire parle de mission sur les résultats, d'objectifs sur les résultats. Je crois qu'un pays qui se projette
doit savoir pourquoi il forme ses citoyens. Vous avez dit, je travaille beaucoup avec les jeunes. J'en ai rencontré beaucoup qui ne savent même pas pourquoi ils vont à l'école. Ils sont à l'école primaire, ils savent qu'après l'école primaire, ils iront au lycée. Au lycée, ils savent qu'après, ils iront à l'université. Et un matin, à la 3e ou 4e année à l'université, ils commencent à se demander, mais au fait, pourquoi je veux même à l'école depuis? Dans un pays sérieux, on doit avoir une vision des profils qui sortent du système éducatif. La vôtre sera laquelle, cette vision, au niveau de l'éducation? Nous voulons des citoyens qui savent faire quelque chose. Des citoyens qui savent faire quelque chose. C'est d'ailleurs pour ça que lorsque je vous dis que nous mettrons la commune au cœur de l'action publique, nous allons créer construire dans chaque, on va parler de la construction si vous voulez, dans chaque commune du Cameroun, un lycée polyvalent. Je vous donnerai les spécifications si vous le voulez. Un lycée polyvalent. Nous savons combien ça coûte. Selon le standing que nous avons choisi, c'est 600, en fait, je ne sais plus, 65 millions, je ne sais plus très bien. Le chiffre peut m'échapper. Pour construire cela, en fait, je vous dis, je suis en équipe, souvent quand ces calculs sont faits, ça peut m'échapper. Nous allons le faire. Mais avant d'y arriver, quand je vous dis qu'il y a beaucoup de jeunes... à peu près 10 millions, une salle de classe, sur la Mercurial. Ouais. C'est pour ça que je vous dis, effectivement, c'est beaucoup plus. Parce que c'est des lycées pour 3000 élèves. Il faudra équiper par... Mais bien sûr, tout cela est calculé. Nous savons où nous allons prendre l'argent. Vous savez... Vous allez le prendre où, exactement? Ben, bonne question. Aujourd'hui, l'État du Cameroun, c'est quoi la richesse nationale aujourd'hui? C'est 20 000 milliards par là. C'est ça la richesse nationale. C'est-à-dire le PIB, comme on dit. Le budget, on vient de le voter. Enfin, pas qu'on vient de le voter, on l'a voté en décembre dernier. C'est 4 500 milliards. On veut faire croire aux Camerounais que 4 500 milliards, c'est le sommet des sommets. Nous pouvons faire plus. Dans la collecte, seulement des recettes. L'évasion fiscale, les tolérances fiscales, les exonérations fiscales. Quand vous en faites le calcul, vous vous retrouvez dans des considérations où, en resserrant seulement sur la question des régies financières, seulement sur la question des régies financières, sans avoir intégré la croissance et tout ce qui vient avec, ou les investissements directs étrangers ou autres, vous pouvez aujourd'hui ramener le budget du Cameroun à pratiquement 5 000 milliards et demi, par des calculs simples, qui sont mathématiques. Et à partir de là, vous pouvez vous autoriser de travailler sur le social. Mais je voulais revenir sur l'orientation qu'on donne à l'éducation. Si vous en croisez aujourd'hui qui ne savent pas pourquoi ils vont à l'école, c'est parce qu'il y a un problème d'orientation. Tout simplement un problème d'orientation. À quoi ils servent, les conseillers d'orientation dans les lycées? Certainement à orienter les élèves. Mais est-ce que les pouvoirs publics ont un jour intégré l'importance que pouvaient revêtir ces personnes que nous formons et qu'on appelle conseillers d'orientation? Non. Ça, c'est un problème qu'il faut régler. Dans notre système éducatif, le contenu des enseignements, part trop généraliste. Il faut intégrer le savoir-faire dans la formation des Camerounais, de telle sorte que faire de longues études ou devenir long crayon, comme on le dit, soit une option et non pas une obligation, non pas un choix de dépit. Alors, est-ce que vous avez tenu compte de l'environnement international? On parle des accords liés à la colonisation ou la décolonisation. On parle de cet ancrage entre Yaoundé et les puissances internationales. Vous pensez vraiment que modifier le système éducatif vous sera autant aisé? Parce que le régime, jusqu'à aujourd'hui, on n'arrive pas véritablement à le modifier. Quel levier allez-vous utiliser pour que Washington, Paris ou Londres se désintéressent de notre manière d'éduquer les Camerounais de manière à se déconnecter de cette puissance tutélaire? Comment vous allez procéder? Bon, vous avez peut-être raison pour Washington, parce que je crois que, bon, comme l'UNESCO fait partie du système des Nations Unies et que l'ONU est de ce côté-là, mais je pense que même si l'Amérique a traîné les pieds pour intégrer l'UNESCO. Il y a le Commonwealth et la francophonie. Les standards aujourd'hui en matière d'éducation sont donnés par l'UNESCO. Et il me semble d'ailleurs que ça fait l'objet d'une incorporation totale par les pouvoirs publics camerounais. Je vous parle de l'orientation, parce que c'est l'orientation qui gouverne le reste. De quel profil avons-nous besoin? Il y a le côté infrastructurel, ça on peut balayer, on peut y revenir quand vous voulez. Mais c'est le problème de l'orientation. De quel profil avons-nous besoin? La question, ça peut se poser au niveau du primaire, au niveau du secondaire et même au niveau du supérieur. Il y a encore quelques temps, il y a eu un débat, mais alors énorme,
autour du doctorat professionnel. Eh bien, c'est curieux. Vous trouvez que ce débat n'a pas lieu d'être? Mais c'est l'une des meilleures idées qu'il y ait jamais eu dans l'université ces 30 dernières années. La professionnalisation des enseignements jusqu'au niveau doctorat. On vous a compris. On revient au financement. Vous avez indiqué, enfin, ce que j'ai cru entendre, vous allez remonter la pression fiscale, vous puisez l'essentiel des recettes pour mettre en œuvre votre projet. Alors, voilà une autre idée reçue liée à la pression fiscale. Ouais. Il y a des études qui indiquent qu'il y a une pression fiscale énorme, d'ailleurs, de l'ordre de tout de 50%, mais sur les moyennes, les petites et les moyennes entreprises. Uniquement sur ce point-là, la pression, elle est très forte. Mais globalement pris, en réalité, la pression fiscale n'est pas forte. Elle est de l'ordre de 16% seulement. En fait, c'est une idée reçue. Mais c'est parce que le fisc, ou si vous voulez, le système fiscal camerounais est pour le moment confiscatoire. C'est-à-dire que les recettes collectées profitent à un groupuscule de personnes. Ceux qui participent donc au fisc, ceux qui donnent leur contribution, le contribuable camerounais, si vous permettez, a le sentiment d'être spolié. C'est pour ça que je vous parlais de sécurité tout à l'heure, du rapport à l'État. Le système fiscal doit être redistributif. Et en ce moment-là, les standards encore, je parle toujours sous le contrôle de M. Aboudi parce que lui, il maîtrise, il manipule ces questions au quotidien, oui, il est journaliste économique. Le standard aujourd'hui en matière de pression fiscale, c'est 25%. Vous savez très bien qu'en France, la pression fiscale tourne autour de 43%. Aux États-Unis, c'est 27%. Les pays libéraux, généralement, relâchent. Mais les pays sociaux, les pays de la social-démocratie, c'est remonté. Donc, en réalité, au Cameroun, aujourd'hui, vous pouvez exercer, en réalité, rentrer dans le standard de la pression fiscale. Mais, c'est comment vous la managez? Justement. Il y a la fiscalité indirecte, qui est déjà pratiquée sur la TVA, sur les droits d'assises. Ben oui, mais justement, sur les produits de grande consommation, la fiscalité indirecte, elle est, j'ai envie de dire, moins douloureuse. Bon, moi, je souhaitais revenir sur la mobilisation des ressources, parce que j'ai le sentiment que vous allez faire exploser les déficits. Parce que quand vous dites que vous allez mobiliser l'argent en arrêtant l'évasion fiscale, vous savez que même les pays les plus puissants au monde n'ont pas de résultats en la matière. Parce que les systèmes par lesquels l'argent fuit sont des systèmes complexes. Donc, pour moi, sincèrement, ce n'est pas une source sûre de revenus. Dire que vous allez tirer le financement de votre programme voilà. Pour moi, ce n'est pas une source sûre. Non, et vous êtes honnête en disant, pour moi, je vous cite, mais c'est vraiment pour vous. Parce que la douane, par exemple, on leur fixe un objectif de 800 milliards. Ça a été le cas, je crois, en 2017. Et ils vous disent, au mois d'avril, qu'ils ont déjà atteint. Ils ont parfois fait 110, ils ont fait 137% l'an dernier au milieu de l'année. 137% de recouvrement. Ça veut dire que nous sous-estimons nous-mêmes. Est-ce que c'est volontaire? J'en sais rien. Est-ce que c'est l'activité économique qui a explosé subitement? J'en sais rien. Mais je crains, M. Aboudi Outourou, je n'aime pas qu'une crainte, c'est que la sous-estimation de cette collecte soit préméditée, dans le seul but d'une redistribution qui échappe à l'intérêt général. Bon, je le crains fort bien. Mais ce que je voudrais vous signaler, ce sont des mauvais indicateurs là-bas. Le bon indicateur, c'est justement la pression fiscale. Parce que la pression fiscale... Mais je l'ai dit. La pression fiscale fait le ratio entre ce qu'on a collecté et ce qu'on a produit. Vous comprenez? Et on remarque très bien que cette pression-là stagne. Ça veut dire qu'en réalité, on ne collecte pas assez. Alors, qu'allez-vous mais mettre sur ce point, je suis d'accord avec vous. Je n'ai rien à ajouter. Maintenant, pourquoi ne collecte-t-on pas assez? Ce n'est pas à cause peut-être d'un système inefficace. C'est à cause... Enfin, ce n'est pas à cause d'un problème endogène, c'est à cause d'un problème international. Parce que le système fiscal international est compétitif. Je vous prends l'exemple de qu'est-ce que vous allez faire en tant que chef de l'État contre la décision prise par exemple par Trump de baisser l'impôt sur les sociétés aux États-Unis et de faire un appel d'air par rapport aux investissements américains dans le monde, notamment au Cameroun,
qui vont repartir s'installer aux États-Unis. Qu'est-ce que vous pouvez faire contre ça? Mais écoutez, là, il s'agit de la conjoncture internationale. Mais moi, je suis toujours contre cette approche qui vise à accuser les autres avant de régler nos propres problèmes. Vous le dites vous-même, la pression fiscale stagne. Mais elle stagne d'abord parce que notre système de collecte présente des faiblesses. Si vous prenez le cas de la douane au port, seulement sur la question de la douane, tout le monde sait aujourd'hui où se trouve le problème de l'évasion. Par exemple, au port, l'entreprise privée qui filme les conteneurs, elle est privée, détachée de la douane. Elle gère un certain nombre d'informations qui échappent à la douane. Le douanier n'est pas au début, n'est pas du début jusqu'à la fin. C'est juste un exemple. Je ne dédouane justement pas le douanier qui, après 2 ans, a construit 25 villas. Ça aussi, vous le savez. Et vous me direz que c'est parce que Trump a baissé l'impôt sur les sociétés aux États-Unis que tous nos compatriotes qui travaillent dans les régies financières sont aussi bien construits. Un jeune fonctionnaire qui sort de l'ENAM qui, après 2 ou 3 ans, a des immeubles en construction. Vous me direz que c'est miracle Trump. contre la corruption. Mais la recette miracle contre la corruption, je ne sais pas si elle est miracle. Moi, je ne manipule pas les miracles. Mais ça rejoint ce que les Camerounais veulent. Vous savez, on en est à un point aujourd'hui au Cameroun où il faut une chose simple qui va déclencher beaucoup de choses. Le changement du top management. Parce qu'à la vérité, cette évasion dont nous parlons et d'autres types de dysfonctionnements, ceux sur qui nous tapons au quotidien sont en réalité à la périphérie de là où ça se joue. Ça vient parfois de très haut. Je pense qu'à partir avec un top management beaucoup plus rigoureux, les choses vont changer d'abord d'elles-mêmes. Et puis il y a les mécanismes de surveillance. Vous avez vous-même évoqué les États-Unis, vous avez évoqué la France. Il y a des mécanismes de surveillance, de superposition des rideaux de surveillance, l'un qui contrôle l'autre. Aujourd'hui, on est dans le domaine quand même de l'informatisation. Et vous qui suivez le domaine du numérique, vous avez suivi ces questions. Vous avez suivi le mois dernier, oui, c'était le mois dernier, le Cameroun Business Forum. Une des recommandations, une des 23 recommandations du Cameroun Business Forum. C'est d'ailleurs bizarre. D'une année à une autre, c'est exactement les mêmes recommandations. En 2017, c'était 23, en 2018, c'est 23. Et la même est revenue à chaque fois. Il faut numériser. Bon, Alamine Ousmane Mey l'a entamé. Vous savez que ça a connu les déboires que ça a connu. Mais il faut numériser. Et ce sont d'ailleurs les acteurs du privé qui vous le disent. Que pour rendre efficace la machine de collecte, il faut éviter les contacts d'individu à individu. Alors, Merci Cabral. Nous allons juste une seconde. Nous n'avons pas de temps. Non, nous n'avons pas de temps, Bertrand. Vous n'allez pas vous disputer la parole avec moi. Nous ne pouvons pas. Nous allons pas. Bertrand, s'il vous plaît. Comment est-ce qu'il va s'y prendre? S'il vous plaît, Bertrand. Parce qu'il y a la conjoncture internationale. On va revenir. On est en direct à la télévision. On est en plein dans les APE à la télé. Et lui, il parle de refaire à l'intérieur. Le gong a retenti. Cabral ne pourra pas répondre à votre question. C'est vous qui gérez le temps. Cabral ne pourra pas répondre à votre question. Je vous invite à plus de discipline. Vous êtes présentateur d'émissions audiovisuelles comme moi. Vous connaissez l'embarras dans lequel vous me plongez, mais en tout cas, c'est consommé. Nous allons donc prendre le duel. C'est la 45e minute de cette émission. Joya Moussa, bonsoir. Bonsoir Roger et bonsoir aux téléspectateurs. Bienvenue dans l'arène. Merci, bonsoir Cabral. Bonsoir, monsieur Joya. On vous a vu prendre des notes pendant que nous discutions du programme de Cabral Libier du mouvement 11 millions de citoyens. Vous avez certainement, en tant que politiste, des choses à redire sur la façon dont nous avons posé des questions et peut-être sur les réponses de l'invité. Vous avez 15 minutes pour cet exercice. Oui, merci Rodrigue, vous m'accordez juste 15 minutes. Donc, pour ce peu de temps, j'aimerais qu'on aille tout droit au but et que nous essayons d'éviter autant que possible des circonvolutions. Alors, pour aller très rapidement, Cabral, lors d'une émission de Jean-Bruno Tagne en août, je crois août ou septembre dernier, vous avez déclaré, entre autres choses, que vous étiez à la base du statut de l'étudiant, ou bien parmi les rédacteurs qui ont conduit au statut de l'étudiant. Et entre autres, vous avez revendiqué de l'amitié de Moi Fonjontou et de Linjombo, chose qu'ils ont contestée. Et Linjombo s'est même fendu d'une déclaration qui est parue dans Mutation pour vous régner toute amitié avec lui. Alors moi, je vous demande, pour le leader politique que vous êtes demain, est-ce que c'est normal de vous attribuer des travaux que vous n'avez pas faits et des amitiés que vous n'avez pas? Parce que ceci, M. Rodrigue Tongue, est la lettre du recteur Bruno Bekolo du 27 février 2006. Elle est destinée à moi ou à oui. Cabral? Et vous l'allez lui transmettre. Qui est
la note d'autorisation des activités. J'étais président du comité de rédaction du projet de la charte des droits et devoirs de l'étudiant. C'était le seul comité pilote qui a été institué à l'université après ces fax du ministre de l'Enseignement supérieur que vous devez lui transmettre. C'était le professeur Conchou qui était PCA. Et il y a eu un seul comité de droits et qui a produit, qui a été validé d'abord par le conseil d'administration du 1er décembre 2005. Et voici le seul projet de charte de droits et devoirs de l'étudiant qui a été fait au Cameroun. Sous ma présidence, Joya Moussa, c'est comme vous pouvez le constater, 149 articles pour 11 titres. Vous pouvez lui donner. Nulle part, jamais, au Cameroun, il y a eu un autre comité pour rédiger une charte des droits et devoirs de l'étudiant au Cameroun. Alors j'aimerais que Cabral nous dise où, avec qui et comment il a rédigé un projet de statut de l'étudiant. Vous avez achevé? Oui. Ok. C'est vrai que c'est un travail fastidieux, Rodrigue. C'est une lourde paperasse. Nous sommes au service du public. C'est une lourde paperasse. Allons-y rapidement, hein. Nous avons juste 15 minutes. Où, avec qui et quand avez-vous rédigé un projet de statut des droits et devoirs de l'étudiant? Ok. J'ai vu la date qui figure sur la correspondance du recteur Bokolo. C'est 2006. Savez-vous en quelle année? S'il vous plaît, quand, comment et avec qui avez-vous rédigé? S'il vous plaît, j'ai 15 minutes. Oui, on comprend. Oui, mais qu'il aille, qu'ils disent que j'ai fait tel jour avec telle personne. il y a des millions de téléspectateurs qui nous regardent et qui sont Et j'ai avertis. 15 minutes juste. Qui sont avertis, si Cabral veut se dérober, les gens le constateraient. Donc, permettons-lui de répondre. Parce que j'ai d'autres questions là. J'ai plusieurs En d'autres 2005, le recteur Tabi Manga Jean, donc un an avant la lettre du professeur Bruno Bokolo Ebé, lance à l'université de Yaoundé 2 le concept de l'étudiant citoyen. Je suis donc à cette date coordonnateur des étudiants de l'université de Yaoundé 2. Et à ce titre, il me charge de lui produire une mouture de la charte des droits et devoirs de l'étudiant, parce qu'il avait lancé le concept de l'étudiant citoyen. Vous avez cette mouture là? Étudiant, mais bien sûr. D'accord, vous allez la produire plus tard parce qu'on doit évoluer. Mais c'est un peu compliqué avec vous. C'est un peu compliqué avec vous. On avance, on avance. Je parle de 2005. Vous prévalez des échanges de correspondance avec votre recteur à Douala. Permettez-moi de On a commencé en 2005. Et voilà la correspondance du ministre qu'il aurait pu lire. Il y a eu un seul comité pilote dans toutes les universités camerounaises qui a été institué par le ministre de l'Enseignement supérieur. Je parle sous le contrôle Jean-Paul Mbia, qui est le CELCOM du ministre, vit encore. Le ministre Famé Ndongo existe encore. Voilà le fax du ministre Famé Ndongo. Les histoires internes à l'université de Yaoundé-Soa, je mets à défi Cabral demain de nous produire une correspondance ou une note officielle du recteur Tabi Manga et la mouture de la charte qu'il aura produite. Parce que si on commence dans les racontats, on ne va pas terminer. On a 15 minutes, on évolue. Alors, si vous permettez quand même, oui. Parce que quand vous pouvez noter simplement les questions pour lesquelles Joya Moussa ne souhaite pas de réponse. Vous aurez noté que vous allez répondre juste après. d'un document signé un an après ce dont je me suis prévalu. Non, c'est 2005. Le document du ministre, c'est 2005. C'est septembre 2005. C'est ce que j'allais donc vous expliquer. En réalité, ce qui déclenche le document que vous recevez à Douala, c'est le travail que nous avons abattu à l'université de Vous aviez déjà un peu mouture. Parce que vous le savez très bien. La plupart des réformes qui ont été faites en 2005 ont commencé par l'université de Yaoundé 2. Vous avez déjà un mouture. Seul le recteur Tabi Manga avait lancé le concept. Vous aviez déjà un mouture. Vous avez un document. Je vous mets au défi de le produire un jour. Deuxième question. Quel est le rôle que vous avez joué exactement dans la grève de 2005? Pendant la grève de 2005? Ben écoutez, j'étais leader du comité de droit, du comité de défense, mais je défendais les intérêts, mais c'est compliqué, je défendais les intérêts des étudiants de l'université de Yaoundé 2 en 2005. D'accord. Dans le comité de défense des intérêts des étudiants de Yaoundé 2. Vous êtes recruté quand? En 2009, à l'université. Avec Richard Macon? Non. Ils sont recrutés quand?
Eux, ils sont recrutés, vous allez leur demander. Et puis l'opinion publique veut bien savoir qui est Richard Macron. Oui, d'accord. Vous êtes bien informé. Moi, je vous réponds. On avance. Il y a une fois, parce qu'il faut sortir, j'ai plusieurs parties. Il y a une fois, vous avez déclaré que vous avez 2 licences en droit. C'est vrai? Ben oui. Comment vous faites pour avoir 2 licences en droit dans le même établissement et la même université? Ben, écoutez, il y a des gens qui ont 3 licences. Non, c'est interdit par la loi. Il est même interdit de recomposer une unité de valeur qu'on a déjà validée. Il est interdit d'avoir la même licence 2 fois dans la même institution et la même université. Rodi Tongue, vous êtes juriste quelque part quand même? Non, moi je ne suis pas juriste. Je suis juste curieux. Je suis juste curieux. Il est interdit au Cameroun d'avoir dans la même université, le même établissement, la même licence dans le même intitulé. Ok. Je me suis inscrit à l'université de Yaoundé 2, d'abord pour faire droit privé. J'ai d'abord fait des études de droit privé, jusqu'à la licence. Comme vous les avez faites à Douala avant de faire sciences politiques. À Yaoundé 2. Je n'ai pas fait sciences politiques à Douala. C'est ce qu'il a dit. Je voulais juste préciser que vous êtes l'un des rares juristes privatistes à avoir fait sciences politiques. J'ai un master en droit des affaires. Droit privé des affaires. Je précise encore que vous êtes, et c'est tout à votre honneur, l'un des rares juristes, mais ce n'est pas interdit, qui a fait droit privé et qui miraculeusement fait par la suite sciences politiques. Non, En vous tout cas, ce n'est pas, rien du tout. Non, mais ce n'est pas une affaire personnelle entre Cabral et vous. S'il vous plaît, il faudrait éclairer l'opinion publique. Si vous permettez. Sur votre licence? D'accord, j'éclaire juste l'opinion. Mais c'est moi qui devais éclairer sur la mienne. S'il vous plaît. Oui. En droit, on a une licence à Douala, comme vous le savez, on a une licence en sciences juridiques et politiques. Rodrigue, vous étiez à Douala aussi. S'il vous plaît, j'ai eu une maîtrise en droit privé des affaires à Douala et je suis revenu avec ma licence en sciences juridiques et politiques. Quand même les gens de gestion et d'histoire faisaient maîtrise en sciences politiques, fait maîtrise en sciences politiques, puis 2A, puis une thèse. Donc, il faudrait qu'on se comprenne très bien. Qu'il nous explique comment, et c'est interdit par la loi, on peut avoir une maîtrise, une licence en droit, 2 licences en droit dans le même établissement et la même institution universitaire. C'est interdit par la loi. J'étais donc en train de vous dire que je salue l'intelligence de M. Njoya, qui est l'un des rares juristes privatistes, qui a une licence de droit privé, qui fait une maîtrise. Je n'ai pas une licence de droit privé. Vous ne connaissez pas l'université de Douala. Mais vous avez dit droit des affaires. Il n'y a pas une licence de droit privé à Douala. Vous avez dit droit des affaires. Non, j'ai une maîtrise en droit des affaires. Et le droit des affaires rentre dans le droit privé. S'il vous plaît, à Douala, on a une licence en sciences juridiques et politiques. Comprenez-moi bien. C'est en maîtrise que vous choisissez. On n'a pas de licence en droit privé à l'université de Douala. Et je suis très écœuré que quelqu'un qui veut être président de la République ne connaisse pas les curricula dans les universités. À Tchang, par exemple, à Douala, on délivre une licence en sciences juridiques et politiques. Et vous choisissez. Et à soi, il y a une licence en droit privé et une licence en droit public. Mais il vous est interdit. Donc c'est normal que... Non, vous ne pouvez pas faire puisque licence. Vous êtes titulaire d'une maîtrise en droit des affaires, qu'on pense que vous êtes titulaire d'une maîtrise en droit privé. Non, non, non. Ne vous embrouillez pas. Je n'ai pas une licence en droit privé. J'ai une licence en sciences juridiques et politiques. D'accord. Mais revenons. Comment est-ce qu'il a fait alors que c'est interdit par la loi pour avoir 2 licences dans un... Vous aurez tous noté l'évolution entre licence en droit des affaires et licence en sciences juridiques et politiques. Mais il y a qu'à Douala que ça se fait justement. Ah, vous ne le Je savez ne pas. maîtrise pas l'université. Et il y a Tchang également. Peut-on avancer dans ce débat? Mais il y a quand même dans ce studio qu'on évolue de droit des affaires à sciences juridiques et politiques. Mais j'étais donc en train de vous dire que j'ai fait ma licence de droit privé. Et quand je l'ai achevée, je me suis rendu compte que ce n'était pas ma vocation. Parce qu'à l'université de Yaoundé 2, et qu'on permette donc, quand on vient de Douala, qu'on puisse prendre des notes comme on le faisait tout à l'heure quand on parle de soi, où on est venu que pour faire sciences politiques, à partir de la 2e année, vous choisissiez. Donc quand j'ai achevé, je suis donc revenu choisir droit public et j'ai fait mon cursus jusqu'aujourd'hui. D'accord. Les enseignants qui nous écoutent vont trancher. Voilà. Je reviens sur une autre chose. Vous avez dit tout à l'heure que vous soutenez les doctorats professionnels. Est-ce que vous savez que, voici le texte de loi, l'arrêté 99/081 du MINUSUP du 23 décembre 1999 qui organise le cycle doctoral au Cameroun et qui ne prévoit nullement le doctorat professionnel.
vous voulez être président de la République, que ce soit le professeur Magloire Ondoa, que ce soit le professeur Minkwache, et plus encore au niveau de l'enseignement supérieur, le professeur Jacques Famendongo, ils ont reconnu qu'il y a juste un projet de loi qui est déposé au niveau de la primature pour entériner l'existence des doctorats professionnels. Quelqu'un qui veut être président de la République, est-ce qu'il est normal, parce que vous étiez l'un des défenseurs et des communicateurs du doctorat professionnel, vous l'avez encore défendu tout à l'heure, est-ce qu'il est normal de mettre sur pied des cycles professionnels qui n'ont aucune base juridique selon vous? Je peux répondre? Oui. Ok. Je peux comprendre que c'est lorsqu'on est président ou qu'on a vocation à être président que l'on sait qu'un pays ne se limite pas à ses frontières. Il peut appartenir aussi à un ensemble sous-régional et un ensemble régional. Et c'est pour ça que moi je sais que ce que vous ne savez pas, c'est que le 11 février 2005, il y a eu une directive CEMAC. Et cette directive CEMAC a donc institué le LMD. Et qu'en réalité, le texte qui est illégal, c'est celui qu'on doit réviser, celui que vous brandissez. On doit réviser. Vous êtes publiciste. Il y a ce qu'on appelle l'internalisation des textes. Est-ce que ce texte de la CEMAC a déjà été internalisé au Cameroun? Ok. Je peux continuer maintenant? Oui. Ok. Est-ce que ça a déjà été internalisé? Je disais donc que le processus d'incorporation de la directive CEMAC est en cours. Donc il n'y a pas de base juridique. Et que ce n'est pas parce qu'un texte ne prévoit pas une chose qu'il interdit la chose. Cool. Qu'il interdit la chose. Le texte que vous venez de brandir, oui. Et j'ai eu la chance de le lire à maintes reprises, c'est pour ça que je vous le renvoie, et que si vous lisez la note de présentation du doctorat professionnel, ce texte est cité, mais vous n'êtes pas allé jusque-là. Parce que nous sommes dans Quel est le fondement juridique du doctorat professionnel? Le fondement juridique, c'est la directive CEMAC. Faux. Nous sommes dans Faux le système... et archi-faux. Nous sommes dans... Au plan national, il n'y a aucune base juridique. La raison pour laquelle il y a un projet de texte à la primature. Si la circulaire CEMAC résolvait le problème, on n'aurait pas un projet de texte à la primature. C'est clair, ça apparaît. Oui, c'est clair. Oui, mais, sinon, on n'aurait pas un projet de texte. La directive existe et c'est une, la directive existe, c'est une norme juridique. Non, s'il vous plaît, la directive est-elle une norme juridique? Rodrigue Tonguet, il faut une mesure d'internalisation. Tout à fait, on est d'accord. La preuve pour laquelle il y a un texte à la primature qui n'a pas encore été signé. Tant que ce texte n'en est pas signé, le doctorat professionnel n'a aucune base légale. Je sais pas en tout cas, peut-être pour l'opinion, pour le public vraiment. Je suis obligé d'intervenir. Pour les téléspectateurs, je voudrais dire, pour ce doctorat, j'espère qu'on va refermer le chapitre. Non, mais parce que c'est un débat d'école. Si on ferme le chapitre, monsieur je voulais restituer une information, simplement, Cabral, quand vous avez écouté les embrouilles, s'il vous plaît, écoutez maintenant, je vais vous donner la parole tout de suite après. Je voudrais indiquer que le professeur Soso, qui est le président des institutions universitaires, la conférence des recteurs, oui, le président des institutions universitaires au Cameroun, a clairement dit que le doctorat professionnel n'était pas bienvenu au Cameroun. Il avait tous les recteurs devant lui, avait mis le ministre de l'enseignement supérieur un peu en minorité qui voulait faire passer cela. Il avait cité le doctorat professionnel comme étant un exemple ailleurs, mais les mécanismes n'étaient pas réunis. Les conditions n'étaient pas réunies pour un doctorat professionnel au Cameroun. Je voudrais que ce soit dit et qu'on débatte sur autre chose. Oui, mais monsieur Tonguet, c'est quand même bizarre. Oui. J'espère que vous savez très bien que le recteur Soso, en lui disant, avait déjà institué des doctorats professionnels à Yaoundé. J'espère attendez, ça c'est ce qu'il a dit. Mais on n'en sortira pas, Cabral. On n'en sortira pas. C'est compliqué avec vous. Oui. À moins que vous soyez complice de l'abrutissement général. Non, je suis donc en train de vous simplement. Permettez-moi donc de vous dire que si ce que M. Ndjoya Moussa dit est vrai, ça veut dire que tout le système LMD qui est en vigueur au Cameroun depuis 2008 est illégal. Ça veut dire que toutes les licences professionnelles, tous les masters professionnels, parce que c'est sur le fondement de la directive CEMAC que toutes les universités se sont mises à jour sur le LMD. Et le LMD, c'est licence, master. Mais c'est pas possible. Le LMD, c'est licence, master, doctorat. Nous avons le candidat. Sur le fondement de la directive CEMAC, on a lancé les licences. Sur le fondement de la directive CEMAC, on a lancé les masters. Sur le fondement de la directive CEMAC, il est logique de lancer le doctorat. D'accord, on évolue. Bon, vous déclarez être le candidat des jeunes. Et l'un de vos mérites, c'est d'être jeune
et vous présenter d'abord ou bien on vous présente comme le Macron camerounais. Mais ce qui est bizarre, à chaque fois que les jeunes se sont retrouvés en difficulté, vous vous êtes retrouvés du côté des vieux. Je ne reviens pas sur les affaires de la grève de 2004-2005, que tout le monde connaît à Yaoundé 2. Mais en 2014, les leaders de la DEC, Tchale Barthélemy et Batum, sont arrêtés parce que le professeur Maurice Aurélien Soso, dont on parlait tout à l'heure, institue une somme spéciale de 5 000 francs pour la carte d'étudiant. Ces leaders de la DEC s'opposent. Ils sont arrêtés, enfermés, suspendus. L'un à l'école normale supérieure et l'autre à l'école nationale polytechnique de Yaoundé. Sur les antennes d'Amplitude FM, avec certains de vos amis, vous avez soutenu et dit que le recteur avait raison de les faire arrêter, enfermer et de les suspendre au nom de la police administrative. Deuxième fois, David Eboutou et Patrick Sapak sont arrêtés pour leurs histoires dans une chaîne concurrente ici. Et vous passez sur cette chaîne-là, alors que vous étiez consultant également sur cette chaîne comme eux, vous soutenez qu'on avait raison de les arrêter et qu'ils étaient coupables, vous faisiez confiance à la justice. Plus tard, ils sont déclarés non coupables pour les faits de falsification en écriture privée et tentative de chantage, escroquerie et bien d'autres. On a dû, pour les condamner, invoquer comme cela chantage par voie de... On ne va pas juger la justice. Bref, on ne juge pas la justice. Je vais juste remarquer qu'à chaque fois, que ce soit pour Patrick Sapak et David Eboutou, ou pour Tchale Barthélemy et Batum Thierry, chaque fois, Cabral Libi s'est rangé du côté des aînés qui étaient les bourreaux de ces jeunes-là, qui étaient plus tard réhabilités. Vous pensez que vous êtes le candidat des jeunes avec ce genre de comportement? Je peux répondre? Je préfère m'adresser à vous maintenant. Dans mon quartier, on dit souvent à certaines personnes, il faut manger avant de boire. Et c'est ce conseil que j'ai envie de donner à M. Ndjoya Moussa. Jamais, sur une radio, je n'ai parlé de l'affaire. Les gens ont vu nos échanges Facebook. Hein? Ah, maintenant, ce n'est plus radio, c'est Facebook. Oui, les gens ont vu nos échanges Facebook. Il faut manger avant de boire. S'il vous plaît, les gens ont vu nos échanges Facebook. Permettons à Cabral de répondre. Je n'ai jamais parlé de cette affaire sur aucune radio. En revanche, j'ai soutenu la position prise sur une radio par M. Richard Macon. La position de Richard Macon, c'était celle-ci. Le recteur d'université exerce la police administrative dans l'université dont il a la charge. Et sur le fondement de ce droit que lui confèrent les textes de l'université, et je suis heureux que celui qui vient d'en faire l'apologie est maintenant celui qui est en train de les remettre en cause, en tout cas leur application en cause. C'est pour ça que je dis aux gens de boire ou de manger avant de boire. C'est ce que j'ai dit, que le recteur avait le droit d'exercer la police administrative. Une fois que tu as fait cette observation juridique, tu ne légitimes pas l'arrestation, puisque derrière, j'ai bien dit que les revendications de ces étudiants devaient être prises en compte. Vous ne l'avez jamais dit. Ça, c'est d'un. De deux. Jamais dit. De deux. Est-ce qu'on peut... Maintenant, sur l'affaire Sapak, il répond. Oui. Mais sur l'affaire Sapak, une fois encore, ceux qui nous regardent sont témoins. Toutes les émissions que j'ai faites sur la chaîne Vision 4 sont sur YouTube. Il ne me souvient pas, et moi je suis généralement lucide, qu'une seule fois, on ait abordé cette question sur une des émissions à laquelle j'ai participé. Ah bon? À moins de me constituer responsable de ce que les gens disent. Oui. En mon absence. Non, on ne peut pas terminer en une minute. Moi, je vais rapidement continuer. Vous avez déclaré que vous êtes candidat pour 11 millions. Vous voulez être président de la République. Vous êtes juriste comme moi. Et si vous êtes candidat à la présidentielle, est-ce que vous savez que vous serez le chef des armées? Par exemple, quelle est la doctrine applicable actuellement dans les armées que vous voulez réformer? D'abord, je ne vous ai jamais dit que je réformais des doctrines. Quelle est la doctrine? Je ne savais même pas que l'armée camerounaise D'accord, je vais vous renseigner. était sous l'emprise. La doctrine de l'armée camerounaise, c'est la doctrine de défense ferme aux frontières qui nous amène aujourd'hui et qui nous rend incapables du droit de poursuite, comme on l'a vécu avec Boko Haram.
par exemple. Le Nigeria a voulu le droit Nigeria, a voulu le droit c'est ce de qu'on poursuite appelle au la Cameroun. doctrine ferme aux frontières. Je suppose que vous ne la connaissez pas. Passons, évoluons. Quelle est la doctrine en matière d'éducation, par exemple, que vous semblez connaître, que vous voulez réformer? D'abord, les questions de droit de poursuite ressortissent du champ du droit international dont je me provoque quelques petites expertises. Et ça n'a rien à voir Faux. avec l'armée. Rien à voir. Parce que Le droit de poursuite extraterritorial. le droit de poursuite ne profite pas qu'à l'armée. À la police aussi. Ça peut profiter aussi à la police. Il faut qu'on se comprenne. Tout très à bien. fait. Et d'ailleurs, en la matière, c'est plus la police que l'armée. J'espère que vous en saisissez bien la nuance. Monsieur Rudi Tongue, il faut qu'on Le se droit de comprenne. poursuite entre les S'il vous profs, plaît, s'il les vous profs plaît. définissent le droit de S'il vous poursuite plaît. à notre Je ne petit parle niveau pas des comme le profs. droit de faire la police En sur le territoire. 1994, les militaires nous suivent. Les gens se prévalent de ce qu'ils ne font pas. Les militaires nous suivent. En 1994, dans le cadre de la guerre contre Bakassi, nous avons développé et déposé au niveau des Nations Unies un concept de défense nationale qui remplaçait celui de la défense populaire, qui est celui de la défense ferme aux frontières. Ça veut dire que le Cameroun s'interdit, sauf sous l'égide des Nations Unies, d'intervenir au-delà de ses frontières. C'est déposé aux Nations Unies. Monsieur l'internationaliste très lucide. Le Cameroun a même formulé la demande auprès du Nigeria a formulé la demande auprès du Cameroun sans avoir de succès. Oui. D'accord. Et le Cameroun s'est interdit de cela. Oui, Monsieur tout à fait. l'international est très lucide. Alors, évoluons. Au niveau de l'éducation, la doctrine, c'est celui de la démocratisation. C'est pour ça que quand vous lisez, que ce soit la loi d'orientation de l'éducation nationale, que ce soit la loi d'orientation de l'enseignement supérieur, on dit l'État garantit l'accès de l'éducation à tous. Vous comprenez un peu. Et c'est ça qui cause la massification. Monsieur le candidat ne le connaît pas. Non. Au niveau de l'économie, je voudrais qu'il nous explique rapidement votre programme au niveau de l'économie. Actuellement, je suppose, on fait les constats. C'est facile de dire que Douala n'a pas de route et on n'a pas de route. Est-ce que vous pouvez nous donner le trépied de l'économie camerounaise? Quels sont les 3 principes sur lesquels repose actuellement l'économie camerounaise et que vous voudrez critiquer? D'abord, je ne vous ai jamais dit que je critiquais les principes sur lesquels repose On sortira par là pour le duel. repose l'économie camerounaise, dont ne me demandez pas de répondre à une chose que je n'ai pas dite. En revanche, sur l'éducation, je voudrais quand même rappeler qu'il n'y a pas un seul État au monde qui ne promeut pas l'éducation. Donc, si c'est une particularité de la doctrine camerounaise... Non, la démocratisation de l'État, il y a des États qui limitent l'éducation à un certain niveau par rapport à certaines classes. Je veux juste dire, sur le plan de l'économie, le trépied de l'économie camerounaise, c'est quoi? Et vous voulez changer ça comment? On en sort. On sort par là, Mais vraiment. je ne vous ai jamais dit que je changeais les principes de l'économie. D'accord. Merci. Donc, ne me demandez pas de dire comment je vais faire une chose que je n'ai pas l'intention de faire. On va nous retirer l'antenne, on va poursuivre l'échange certainement sur notre page Facebook. Il ne pourra pas répondre dans tous les cas. Une seule question. Oui, j'enregistre votre demande question. juste que si demain, M. Cabral Libi est nommé par le président Biya, quelle sera sa réaction? J'enregistre la question, je vais la répercuter dans un instant. Merci Joya Moussa d'être passé par ici pour le duel. Malheureusement, nous allons devoir mettre un terme à l'émission parce que le temps s'en est allé sans qu'on s'en rende. Le temps s'en est allé alors qu'on ne s'en est pas rendu compte. Nous allons prendre simplement la synthèse et clôturer l'émission. Nous allons prendre la synthèse avec Alain Ghislain Kanga, restituer en 1 minute ce qui a été dit ici pendant 90 minutes. Le temps pour vous de répondre donc à cette question. Si vous êtes appelé aujourd'hui pour le prochain gouvernement, vous acceptez ou vous déclinez l'offre? Je dois avouer que dans notre feuille de route, ce n'est pas prévu. Donc je ne saurais vous répondre. Alors, Ghislain Kanga, bonsoir. Bonsoir, Rodrigue. Alors, que retient-on de l'arène de ce soir? Je vais essayer d'être très bref. Cabral Libi, bonsoir. Bonsoir à vous. Vous êtes le coordonnateur du mouvement 11 millions de citoyens et candidats à la présidentielle investis par le parti Univers. Les objectifs de votre mouvement, inscription et sensibilisation massive des populations, renouvellement de la classe politique et susciter les candidatures
principalement chez les jeunes. Et les partis politiques que vous avez approchés vous ont tous claqué la porte. Et le parti Univers était votre dernier rempart. Votre candidature ne vient pas du buzz, c'est plutôt votre mouvement. Et pour lancer ce mouvement, il fallait être courageux. Votre candidature a été pensée, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Votre projet de société a été longuement mûri. Lorsque vous présentez votre offre politique, il faut une réflexion profonde et votre projet sera publié le mois prochain. Ce n'est pas votre éloquence ou votre sagacité qui plaît aux gens, c'est peut-être la charge de vos idées. L'humain, c'est la plus-value de votre offre politique. Vous associez les Camerounais à la construction du pays. Pour vous, il faut que la Constitution réponde aux problèmes des Camerounais, c'est la raison pour laquelle la commune est placée au cœur de l'action publique. Le Parlement, pour vous, doit être plus fort. Le Conseil consultatif des anciens est l'organe que vous voulez mettre à la place bien sûr du Sénat. Et pour vous, les chefs traditionnels seront partie prenante et ils seront uniquement garants des lois. Et vos propositions émanent des Camerounais et surtout des vrais Camerounais. Vous voulez des citoyens qui savent faire quelque chose. Là, on est sur l'orientation que vous voulez donner à l'éducation et sur le financement. Les recettes collectées profitent à certaines personnes. Le système fiscal doit être redistribué. Vous voulez mettre un terme à l'évasion fiscale. La pression fiscale stagne parce qu'elle présente de nombreuses faiblesses. Pour vous, la recette miracle pour lutter contre la corruption est le changement du top management. Malheureusement, je ne peux pas revenir sur les préférences puisqu'on n'a pas de temps. Merci Alain Gizankanga, Cabral Libi. Merci. Écoutez, je sais aller très vite parce que je voulais évoquer la question de la Chambre de commerce et d'industrie dont nous ferons un levier, la Chambre de commerce, les reconfigurations. Il y aura des plateaux aménagés pour cela sur Canal 2. On poursuivra avec Bertrand et Aboudi autour dans les Aboudi. prochaines éditions. Merci Cabral, merci à Aboudi, merci à Bertrand, merci Mais je à Alain voulais quand même, si Gizankanga. vous voulez, c'est une chose qui me tient vraiment à cœur. J'ai vécu, vous savez, j'ai rencontré beaucoup de Camerounais. Et il y a une situation sérieuse. Les mototaximens, ils ne savent pas conduire, ils n'ont pas de permis de conduire. Bon, peut-être avant que j'y arrive, ils disent 30 000 francs pour le permis de conduire, pour un mototaximan, c'est beaucoup. Moi, je vous dis, c'est l'humain qui m'intéresse. On en débattra. Peut-être avant que j'y arrive, le pouvoir public peut réduire ça déjà à 10 000 ou 15 000. Au cours des prochaines émissions de la Reine, mesdames, messieurs, merci de nous avoir regardés pendant un peu plus de 90 minutes. Merci au service de programme qui nous a accordé cette petite rallonge. Nous nous retrouverons très bientôt pour une autre édition du Rod et du Rad Interview à la télévision. Bonsoir.